Tu as de la visite, annonça Annika. Ah bon? Qui ça? Demanda Martin, et sa curiosité fut satisfaite sur-le-champ lorsque Kjell Ringholm entra dans son bureau. Je ne suis pas ici en ma qualité de journaliste, dit Kjell en levant les mains en un geste de défense quand il vit Martin commencer à formuler une protestation à sa visite. Je suis ici en tant que fils de Franz Ringholm, précisa-t-il, et il se laissa lourdement tomber sur la chaise. Toutes mes condoléances. Martin ne sut pas comment poursuivre. Les rapports entre le père et le fils n'avaient été un secret pour personne. Kjell balaya son trouble et glissa la main dans la poche de sa veste. J'ai reçu ça aujourd'hui. Le ton était neutre, mais sa main tremblait quand il lança la lettre sur le bureau. Martin la prit et l'ouvrit après que Kjell lui eut signifié que c'était ça qu'il était censé faire. Il lut en silence les 3 feuillets écrits à la main, en levant plusieurs fois les sourcils. Il s'accuse non seulement du meurtre de Britta Johansson, mais aussi de ceux de Hans Olafsen et d'Eric Frankel, dit Martin en regardant fixement Kjell. Oui, c'est ce qu'il y a écrit, dit Kjell en baissant les yeux. Mais j'imagine que vous avez déjà eu cette idée. Ça ne doit pas être une grande surprise. Je mentirais en prétendant le contraire, mais nous n'avons des preuves que pour le meurtre de Britta. Si bien que cette lettre devrait arriver à point nommé, dit Kjell. Et vous êtes sûr que c'est l'écriture de mon père, oui, compléta Kjell. Oui, j'en suis absolument sûr, c'est mon père qui l'a écrite. Et je ne suis pas entièrement surpris, ajouta-t-il sur un ton amer, même si je n'avais jamais cru que... Martin relut la lettre encore une fois. Si on est pointilleux, il n'admet réellement que d'avoir tué Britta. Ensuite, il s'exprime de façon plus floue. Je porte la responsabilité de la mort d'Eric et aussi de celle de l'homme que vous avez trouvé dans une tombe qui n'aurait pas dû être la sienne. Je ne vois pas où est la différence, dit Kjell en haussant les épaules. Il s'exprime de façon grandiloquente, c'est tout. Non, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que c'est mon père qui... Il ne poursuivit pas, termina seulement avec une profonde inspiration comme pour tenir ses sentiments en échec. Martin continua pensivement sa lecture. Je croyais pouvoir tout arranger de la même manière que d'habitude, qu'un seul geste allait tout résoudre, tout dissimuler, mais j'ai su dès l'instant où j'ai soulevé l'oreiller de son visage que ça n'avait rien résolu. Et j'ai compris qu'il ne restait qu'une solution, que j'étais arrivé au bout du chemin, que le passé avait fini par me rattraper. Martin regarda Kjell. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui devait être dissimulé? De quel passé veut-il parler? Je n'en ai aucune idée. J'aimerais garder ça quelque temps, dit Martin en agitant les feuillets de la lettre. Bien sûr, répondit Kjell d'une voix lasse. Gardez-les. De toute façon, j'avais l'intention de les brûler. À propos, j'ai demandé à mon collègue, Gösta, d'avoir un petit entretien avec vous à l'occasion. Mais on peut peut-être l'avoir maintenant, dit Martin en glissant précautionneusement la lettre dans une pochette plastique. À quel sujet? Hans Olafsen. Si j'ai bien compris, vous avez entrepris des recherches sur lui. Quelle importance maintenant, puisque mon père avoue dans sa lettre qu'il l'a tué. On peut l'interpréter comme ça, oui, mais il y a encore beaucoup de points obscurs autour de lui et de sa mort que nous aimerions élucider. Alors si vous avez quelque chose, n'importe quoi, à nous donner... Martin écarta les mains et se renversa dans son fauteuil. « Vous avez parlé avec Erika Falk, dit Kjell. On va le faire aussi, mais puisque vous êtes ici, c'est-à-dire que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. » Kjell raconta le contact qu'il avait eu avec Eskil Halvorsen, qu'il n'avait pas encore reçu d'informations sur Hans Olafsen et que rien n'indiquait qu'il en recevrait non plus. « Vous ne pourriez pas lui passer un coup de fil maintenant, pour savoir où il en est ?» dit Martin en montrant le téléphone sur son bureau. Kjell haussa les épaules et sortit un carnet de téléphone écorné de la poche de sa veste.
Il feuilleta jusqu'à ce qu'il trouve un post-it jaune avec le nom d'Eskil Halvorsen. « Ça m'étonnerait qu'il ait appris quoi que ce soit, mais d'accord. Je vais l'appeler, soupira-t-il. Il tira à lui le téléphone et composa le numéro en tenant le carnet devant lui. Le Norvégien ne répondit qu'au bout d'un certain nombre de sonneries. « Bonjour, c'est Kjell Ringholm à l'appareil. Je suis désolé de te déranger de nouveau. Je voulais juste savoir si... Ah bon, tu as reçu la photo jeudi, tant mieux. Tu as pu... » Il hochait la tête en écoutant ce que disait l'homme à l'autre bout du fil, et son expression se fit de plus en plus excitée. Martin se redressa sur sa chaise et le regarda attentivement. « C'est donc à partir de la photo que tu... » Mais ce n'était pas le bon nom. Il s'appelle donc... Kjell claqua des doigts pour faire comprendre à Martin qu'il avait besoin d'un papier et d'un stylo. Martin se jeta si brutalement sur le pot à stylo qu'il le renversa, mais Kjell réussit à en attraper un. Puis il saisit un rapport dans le panier à courrier de Martin et se mit fébrilement à écrire au dos. Alors, il n'était pas... Ah oui, je comprends bien, tout ça est terriblement intéressant. Pour nous aussi, crois-moi. Martin était sur le point d'exploser de curiosité, et il fixa Kjell du regard. « Ok, un grand merci à toi, ça nous fait voir l'affaire sous un tout nouvel éclairage. Oui, merci beaucoup. » Kjell finit par raccrocher, et il adressa un grand sourire à Martin. « Je sais qui il est. Putain, je sais qui il est. » « Erika !» La porte d'entrée claqua, et Erika se demanda pourquoi Patrick criait si fort. Elle sortit sur le palier et regarda Patrick au rez-de-chaussée. « Oui, quoi, y a le feu ? Descends, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui fit de grands gestes de la main et elle obéit. « Assieds-toi, » dit-il en se dirigeant vers le séjour. « Alors là, tu me rends vraiment, vraiment curieuse, » répondit-elle une fois qu'ils furent assis dans le canapé. « Raconte maintenant. » Patrick respira à fond. « Tu sais, tu m'avais dit que tu pensais qu'il existait d'autres journaux intimes quelque part. »« Oui, » dit Erika lentement, et elle sentit des fourmillements dans le ventre. « Voilà, j'ai fait un saut chez Karine tout à l'heure. »« Ah bon ?» Patrick balaya sa surprise de la main. « Écoute-moi, je lui ai parlé des journaux intimes, et elle pense savoir où il y en a d'autres. »« C'est une blague. Comment peut-elle savoir ça ?» Patrick raconta, et le visage d'Erika s'éclaircit. « Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi elle n'a rien dit ? » ?»« Aucune idée. Tu n'as qu'à aller le lui demander, dit Patrick. » Et avant qu'il ait eu le temps de terminer sa phrase, Erika était debout et se dirigeait vers la porte d'entrée. « On vient avec toi, dit Patrick en prenant Maya qui jouait par terre. « Maniez-vous alors, dit Erika. Elle était déjà à moitié sortie, les clés de voiture à la main. Un petit moment plus tard, Christina ouvrit sa porte. « Tiens, quelle bonne surprise, qu'est-ce que vous faites ici ?»« On est juste venu faire un saut, » dit Erika en échangeant un regard avec Patrick. « Bonne idée, entrez, je vais préparer du café, » dit Christina, l'air un peu déconcerté. Erika attendit le bon moment pour parler. Elle laissa sa belle-mère s'affairer avec le café et s'asseoir, avant de dire, en dissimulant mal son excitation, « Tu sais, je t'avais dit que j'ai trouvé les journaux intimes de maman dans le grenier, et que ces temps-ci je n'arrête pas de les lire, pour essayer de savoir un peu plus qui était Elsie Moström. »« Oui, en effet. Tu me l'as dit, » répondit Christina en évitant son regard. « La dernière fois que je suis venu te voir, j'ai dit aussi que je trouvais bizarre qu'elle arrête d'écrire en 1944 et qu'il n'y en ait pas d'autres. »« Oui, » dit Christina en étudiant attentivement la nappe de la table. Aujourd'hui, quand Patrick est passé chez Karine, il lui a parlé de ses carnets. Et elle se souvient parfaitement d'avoir vu des carnets de ce genre chez toi. Erika fit une pause et observa sa belle-mère. D'après elle, tu lui avais demandé d'aller chercher une nappe dans l'armoire à linge, et elle se rappelle avoir vu tout au fond des carnets bleus, marqués journal intime. Elle avait cru que c'était tes vieux journaux et n'avait pas fait de commentaire. Mais tout à l'heure, quand Patrick lui a parlé de ceux de maman, alors elle a fait le lien. Et ma question est, dit Erika calmement, pourquoi ne m'en as-tu rien dit ? Christina garda longtemps le silence en fixant la table. Patrick essaya de ne pas les regarder, il se concentra sur la brioche qu'il partageait avec Maya.
Pour finir, Christina se leva et quitta la pièce. Erika la suivit du regard, elle osait à peine respirer. Elle entendit la porte d'une armoire s'ouvrir, puis se refermer, et un instant après, Christina revint dans la cuisine. Dans les mains, elle avait 3 carnets bleus, exactement comme ceux qu'Erika avait chez elle. J'ai promis à Elsie de les conserver. Elle ne voulait pas que toi et Anna les voyiez. Mais j'imagine que... Christina hésita, puis elle l'étendit. J'imagine qu'il y a un temps où les choses doivent être dites, et j'ai l'impression que ce moment est venu. Je pense qu'Elsie aurait donné son consentement. Erika prit les carnets et passa la main sur la couverture. « Merci, dit-elle en regardant Christina. Tu sais ce qu'ils contiennent ?» Christina hésita, ignorant manifestement ce qu'elle devait répondre. « Je ne les ai pas lus, mais je suis au courant de certaines choses. »« Je vais les lire dans le salon, » dit Erika, et elle tremblait de tout son corps en allant s'installer sur le canapé. Avec précaution, elle ouvrit le premier carnet, puis elle se mit à lire. Ses yeux volèrent par-dessus les lignes, par-dessus l'écriture désormais si familière, pendant qu'elle prenait part au destin de sa mère et, par conséquent, au sien propre. Avec stupeur et consternation, elle lut l'histoire d'amour de sa mère avec Hans Olafsen et la découverte qu'elle était enceinte. Au 3e carnet, elle en était au départ de Hans pour la Norvège et à ses promesses. Les doigts d'Erika tremblaient de plus en plus et elle pouvait sentir physiquement la panique que sa mère avait éprouvée quand elle parlait des jours et des semaines qui passaient sans qu'elle reçoive de ses nouvelles. Et quand Erika arriva aux dernières pages, elle se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. À travers les larmes, elle lisait ce que sa mère notait de sa belle écriture. « Aujourd'hui, j'ai pris le train pour Borlänge. Maman ne m'a pas accompagné à la gare. Il est de plus en plus difficile de cacher mon état, et je ne veux pas lui infliger cette honte. C'est suffisamment difficile pour moi. Mais j'ai demandé à Dieu de me donner la force de supporter cette épreuve, la force d'abandonner celui que je n'ai pas encore rencontré, mais que j'aime déjà d'un si grand amour. » Borlänge, 1945. Il n'était jamais revenu. Il lui avait dit au revoir avec des baisers, dit qu'il serait rapidement de retour, et il était parti, et elle avait attendu. D'abord parfaitement rassurée, ensuite avec une petite pointe d'inquiétude qui, avec le temps, se transforma en une panique galopante. Car il ne revenait pas. Il n'avait pas tenu sa promesse. Il les avait abandonnés, elle et l'enfant. Pourtant, elle avait été si confiante. Elle n'avait jamais douté de sa promesse. Pour elle, il était évident qu'il l'aimait autant qu'elle l'aimait. Quelle naïveté! Combien n'étaient-elles pas, les filles qui avaient été trompées ainsi de tout temps? Elle avait été obligée de faire des aveux à sa mère lorsqu'il était devenu impossible de dissimuler son état. La tête inclinée, sans pouvoir regarder Hilma dans les yeux, elle avait tout raconté. Qu'elle s'était fait avoir, qu'elle avait cru ses promesses et qu'elle portait maintenant son enfant. Au début, sa mère n'avait pas dit un mot. Un silence de mort s'était installé dans la cuisine, et c'était seulement à ce moment que la peur avait saisi le cœur d'Elsie pour de vrai. Car au fond d'elle-même, elle avait espéré que sa mère la prendrait dans ses bras, la bercerait et dirait « Ma petite chérie, ça va aller, on trouvera une solution ». La mère qu'elle avait eue avant la mort de son père l'aurait fait. Elle aurait eu la force de l'aimer malgré la honte, mais sa mère n'était plus la même sans Elof. Une partie d'elle était morte avec lui, et la partie restante manquait de courage. Sans un mot, elle avait fait une valise avec le strict nécessaire pour Elsie. Puis elle avait mis sa fille de 16 ans, enceinte, dans le train pour Borlänge, avec une lettre dans la poche. Elle l'avait envoyée à la campagne chez sa sœur, sans même avoir pu se résoudre à l'accompagner à la gare, lui disant seulement un bref au revoir dans le vestibule, avant de lui tourner le dos et de retourner dans la cuisine. Les gens de la bourgade entendraient une version différente, Elsie était partie pour intégrer une école ménagère.
5 mois s'étaient écoulés depuis. Il n'avait pas été facile. Bien que son ventre et son corps grandissent de semaine en semaine, elle avait dû travailler aussi dur que n'importe qui à la ferme. Du matin au soir, elle avait trimé avec les tâches qu'on lui attribuait, tandis que le fardeau qui lui donnait maintenant des coups de pied dans le ventre faisait souffrir son dos. Elle aurait voulu haïr l'enfant, mais elle ne pouvait pas. Il faisait partie d'elle et de Hans. Comment pourrait-elle haïr quelque chose qui les unissait? Tout était organisé. On allait lui prendre l'enfant dès sa naissance pour le donner à l'adoption. C'était la seule solution, disait Edith, la sœur de Hilma. Anton, son mari, s'était occupé des détails pratiques, tout en marmonnant sans cesse que c'était une honte avoir une épouse dont la nièce couchait avec le premier venu. Elle accepta ses remontrances sans protester et sans pouvoir lui fournir une autre explication. Il était difficile d'argumenter contre le fait que Hans n'était pas revenu, bien qu'il l'eût promis. Le travail commença tôt un matin. D'abord, elle avait cru que c'était l'habituel mal au dos qui l'avait réveillée avant l'heure, puis la douleur sourde avait augmenté. Elle venait et partait, devenait plus intense. Après s'être tortillée dans le lit pendant 2 heures, elle avait fini par comprendre ce qui se passait et avait laborieusement roulé hors du lit. Les mains appuyées dans le bas du dos, elle s'était faufilée dans la chambre d'Edith et Anton et avait réveillé sa tante. Ensuite, ce fut le branle-bas de combat. On lui ordonna de retourner se coucher et la fille aînée de la maison fut envoyée chercher la sage-femme. On mit de l'eau à chauffer, on sortit des serviettes et Elsie sentit la terreur l'envahir. Après 10 heures de travail, la douleur était intenable. La sage-femme était arrivée depuis plusieurs heures et l'avait examinée avec rudesse. Elle était brusque et peu aimable, marquant nettement ce qu'elle pensait des jeunes filles non mariées qui mettaient au monde des enfants. Elsie eut l'impression de se trouver en terrain ennemi. Chaque fois que la vague de douleur l'assaillait, elle s'agrippait au montant du lit et serrait les dents. C'était comme si on essayait de la couper en deux. Au début, elle avait pu se détendre un peu entre les vagues, quelques minutes pour respirer et reprendre des forces, mais à présent les contractions étaient si rapprochées qu'il lui était impossible de se reposer. L'idée lui vint plus d'une fois, cette fois, je vais mourir. Elle avait dû le dire à voix haute, elle le comprit à travers les brouillards de douleur quand la sage-femme la regarda avec mépris en disant à cette simagrée, « Tu t'es mise dans cette situation toi-même, à toi maintenant de l'endurer sans te plaindre. » Elsie n'eut pas la force de protester. Elle saisit le montant du lit tellement fort que ses doigts blanchirent quand une nouvelle vague de douleur parcourut son ventre et irradia dans ses jambes. Jamais elle n'avait cru qu'une telle souffrance puisse être possible. Elle était partout, pénétrait chaque fibre, chaque cellule de son corps. Et elle commençait à fatiguer. Elle luttait contre le supplice depuis si longtemps qu'elle voulut abandonner, se laisser tomber sur le dos dans le lit et laisser la douleur s'emparer d'elle et faire ce qu'elle voulait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. C'était leur enfant, à Hans et elle, qui voulaient sortir. Et elle allait le mettre au monde, même si ce devait être la dernière chose qu'elle faisait dans cette vie. Un nouveau type de douleur vint se mêler à celle qui lui était devenue familière à ce stade, une douleur lourde, et la sage-femme hocha la tête à l'adresse de sa tante. « Ce sera bientôt fini, dit-elle en appuyant sur le ventre d'Elsie. « Il faudra que tu pousses de toutes tes forces quand je te le dirai. Le bébé sera bientôt là. » Elsie ne répondit pas, mais elle comprit ce que disait la sage-femme et attendit ce qui allait venir. La sensation d'être obligée de pousser l'envahissait, et elle respira à fond. « Allez, maintenant tu pousses de toutes tes forces. » C'était un ordre, et Elsie baissa le menton vers la poitrine et poussa. Elle n'eut pas l'impression qu'il se passait quoi que ce soit, mais la sage-femme lui fit un signe de la tête comme quoi c'était bien. « Attends la prochaine contraction, » dit-elle avec rudesse, et Elsie obéit. Elle sentit de nouveau la pression monter, et quand ce fut insupportable, elle reçut de nouveau l'ordre de pousser. Cette fois, ce fut comme si quelque chose se dégageait. C'était difficile à décrire, mais c'était comme si quelque chose cédait. La tête est sortie. Encore une contraction, et... Elsie ferma les yeux un instant, et elle vit Hans derrière ses paupières, mais ce n'était pas le moment de pleurer.
Maintenant, dit la sage-femme. Et, avec ses dernières forces, Elsie appuya le menton contre sa poitrine et poussa, les genoux remontés. Quelque chose de mouillé et de glissant sortit d'elle. Exténuée, elle retomba contre le drap trempé de sueur. Le premier sentiment fut le soulagement à l'idée que toutes les heures de tourment étaient terminées. Elle était fatiguée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque partie de son corps était totalement épuisée, et elle n'eut pas la force de bouger d'1 millimètre, jusqu'à ce qu'elle entende le cri, un cri aigu et furieux qui la fit se dresser sur les coudes. Elle sanglota en l'apercevant. Il était parfait, collant et plein de sang et furieux d'affronter le froid, mais parfait. Elsie retomba contre les oreillers quand elle réalisa que c'était la première et la dernière fois qu'elle le voyait. La sage-femme coupa le cordon ombilical et nettoya soigneusement le bébé avec un gant de toilette. Puis elle lui mit une petite chemise de bébé avec des broderies qu'Edith avait sorties de ses placards. Personne ne s'occupa d'Elsie, mais elle n'arrivait pas à quitter des yeux les soins donnés à son bébé. Elle avait l'impression que son cœur allait éclater d'amour. Elle mangeait le bébé des yeux. Ce ne fut que lorsqu'Edith fit le geste de le prendre et de quitter la pièce qu'elle retrouva la parole. « Je veux le tenir. »« Ce n'est pas conseillé dans ces circonstances, » dit la sage-femme avec colère, et elle fit signe à Edith de s'éloigner. Mais la tante hésita. « S'il te plaît, laisse-moi le tenir. Juste 1 minute, ensuite tu pourras le prendre. » La voix d'Elsie était suppliante, et Edith ne put y résister. Elle alla mettre le garçon dans les bras d'Elsie, et elle le tint tendrement tout en le regardant dans les yeux. « Bonjour, mon chéri, » chuchota-t-elle, et elle le berça tout doucement. « Tu lui mets du sang partout sur sa chemise, » dit la sage-femme d'un air agacé. « J'en ai d'autres, » coupa Edith avec un regard qui la fit taire. Elsie ne se lassait pas de le regarder. Il était chaud et lourd dans ses bras, et, fascinée, elle regarda les petits doigts avec les minuscules ongles. « C'est un beau garçon, » dit Edith. « Il ressemble à son père, » dit Elsie. Et elle sourit quand le bébé serra solidement son index. « Maintenant il faut que tu le lâches, il a besoin d'être nourri, » dit la sage-femme, et elle arracha le bébé des bras d'Elsie. Son premier instinct fut de lutter, de ne pas le lâcher, mais elle y résista. La sage-femme commença à lui enlever la chemise pleine de sang et à lui en enfiler une autre. Puis elle le donna à Edith, qui quitta la pièce avec un dernier regard pour Elsie. Elsie sentit alors une cassure en elle. Au plus profond de son cœur, quelque chose se brisa quand elle vit son fils pour la dernière fois. Elle savait qu'elle ne survivrait pas encore une fois à une telle douleur. Couchée là dans son lit ensanglanté et trempé de sueur, le ventre et les bras vides, elle décida que plus jamais elle ne s'exposerait à une telle chose. Elle décida de ne plus jamais admettre quelqu'un dans son cœur. Plus jamais. Les joues baignées de larmes, elle se le promit, tandis que la sage-femme s'occupait du délivre. Martine, Paula. Les 2 appels furent simultanés. Manifestement, ils allaient chacun à la rencontre de l'autre. À présent, ils étaient plantés dans le corridor et se regardaient, les joues en feu. Martine fut le premier à retrouver ses esprits. « Viens dans mon bureau, dit-il. Kjell Ringholm était là il y a 1 minute et il faut que je te raconte un truc. » Il ferma la porte derrière elle et s'assit. Paula fit de même, mais elle avait tellement hâte de partager avec lui ce qu'elle venait de trouver qu'elle eut du mal à se tenir tranquille. Premièrement, Frans Ringholm a avoué le meurtre de Britta Johansson, et de plus, il insinue que c'est lui qui a tué Eric Frankel et... Martine hésita. Et l'homme qu'on a trouvé dans la tombe. « Comment ça, il a avoué à son fils avant de mourir ?» dit Paula, déconcertée. Martine poussa vers elle la pochette plastique contenant les feuillets de la lettre. Plutôt après. Kjell a reçu ça avec le courrier aujourd'hui.
Lis-la et dis-moi ensuite spontanément ce que tu en penses. » Paula prit la lettre et commença à lire, très concentrée. Quand elle eut fini, elle la remit dans la pochette et dit, le front barré d'une ride soucieuse, « Oui, il n'y a pas d'hésitation, il dit très clairement qu'il a tué Britta. Mais Eric et Hans Olafsen, ils parlent de culpabilité, mais c'est une façon étrange de s'exprimer dans ce contexte, surtout quand il écrit si explicitement qu'il a assassiné Britta. Alors je ne sais pas. Je ne suis pas certaine qu'il veuille dire qu'il a littéralement tué les deux autres. » Et de plus, elle se pencha en avant et fut sur le point d'exposer ce qu'elle avait trouvé de son côté, lorsque Martin l'interrompit. « Attends, ce n'est pas tout. Kjell a regardé de plus près ce Hans Olafsen. Il a essayé de le localiser, de savoir ce qu'il est devenu. »« Oui ?» fit Paula avec impatience. « Il a été en contact avec un professeur norvégien qui est une autorité en la matière et qui sait à peu près tout sur l'occupation allemande de la Norvège. Comme il possède beaucoup de matériel sur le mouvement de résistance norvégienne, Kjell s'était dit qu'il pourrait peut-être l'aider à retrouver Hans Olafsen. »« Oui ?» dit Paula encore une fois, et elle commençait à s'irriter de la lenteur de Martin. « Au début, il n'a rien trouvé. » Paula poussa un soupir ostentatoire. « Avant que Kjell lui faxe une photographie du résistant Hans Olafsen, » dit Martin en dessinant des guillemets dans l'air. « Et ?» L'intérêt de Paula était définitivement éveillé, et un instant, elle en oublia ses propres informations. Il se trouve que le mec n'était pas un résistant. C'était le fils d'un SS, du nom de Reinhard Wolf. Olafsen était le nom de jeune fille de sa mère, qu'il a pris quand il s'est enfui en Suède. Sa mère, norvégienne, s'était mariée avec un Allemand. Et quand les Allemands ont occupé la Norvège, Wolf a eu un poste élevé dans la SS, grâce à ses connaissances du norvégien que sa femme lui avait appris. À la fin de la guerre, Wolf a été arrêté et emprisonné en Allemagne. On ne sait rien sur le sort de sa femme, mais le fils, Hans, a quitté la Norvège en 1944 sans jamais refaire surface. Et nous savons pourquoi. Il s'est enfui en Suède, a prétendu être un résistant, et s'est retrouvé d'une façon ou d'une autre dans une tombe du cimetière de Fjällbacka. Incroyable, mais en quoi cela peut-il aider notre enquête ? Je ne sais pas encore, mais je sens que ça a sa part d'importance, dit Martin d'un air pensif. Puis il sourit. Bon, maintenant tu es au courant de mes grandes nouvelles. Et toi, qu'est-ce que tu avais à me raconter ? Paula respira à fond, puis elle dévoila rapidement ce qu'elle avait découvert. Martin regarda sa collègue avec respect. Eh bien, ça jette indéniablement une autre lumière sur l'affaire, dit-il en se levant. Il faut qu'on procède à une perquisition immédiatement. Toi, tu vas chercher la voiture. Pendant ce temps, j'appelle le procureur pour obtenir son autorisation. Paula n'eut pas besoin qu'on le lui dise deux fois. Elle bondit de sa chaise, le sang bourdonnant dans les oreilles. Ils étaient prêts maintenant. Elle le sentit, ils étaient tout prêts. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Elle avait regardé fixement par la fenêtre, les carnets sur les genoux, et les maux et la douleur de sa mère tournoyant dans son crâne. Patrick l'avait laissée tranquille, sachant très bien qu'elle lui en parlerait quand elle se sentirait prête. Il n'avait pas autant de détails qu'Erika, puisqu'il n'avait pas lu les journaux intimes, mais pendant qu'Erika les lisait, Christina lui avait parlé de l'enfant qu'Elsie avait dû abandonner. Au début, il en avait voulu à sa mère. Comment avait-elle pu taire une telle chose à Erika et à Anna ? Puis, lentement, il avait commencé à voir les choses de son point de vue. Elle avait promis à Elsie de ne rien dire. Elle avait tenu la promesse faite à une amie. Certes, elle affirmait qu'elle avait parfois envisagé de raconter à Erika et Anna qu'elles avaient un frère. Mais en même temps, elle avait eu peur des conséquences, si bien qu'elle s'était finalement dit qu'il valait mieux s'en abstenir. Patrick eut envie de protester contre cette conclusion, mais il croyait Christina quand elle lui assurait avoir fait ce qu'elle pensait être le mieux. Maintenant que le secret était dévoilé, il avait lu sur le visage de sa mère qu'elle était soulagée. Patrick se demanda comment Erika allait se positionner face à ce qu'elle venait d'apprendre. En fait, il n'avait pas à se le demander. Il la connaissait suffisamment bien pour savoir qu'elle allait retourner chaque pierre sur son chemin pour retrouver son frère.
Il tourna la tête et l'observa de profil. À la voir fixer ainsi le paysage d'un air absent, il sentit combien il l'aimait. C'était si facile de l'oublier. La vie et le quotidien suivaient leur cours, le boulot et les tâches ménagères, et simplement les jours qui passaient. Mais il y avait certains moments, comme maintenant. Alors il sentait avec une intensité presque effrayante à quel point ils étaient unis, et combien il aimait se réveiller chaque matin à côté d'elle. En arrivant à la maison, Erika alla tout droit dans son bureau, toujours sans avoir prononcé un mot et avec la même expression absente. Patrick s'affaira un peu et coucha Maya pour sa sieste avant d'oser la déranger. « Je peux entrer ?» demanda-t-il en frappant à sa porte. Erika se retourna et hocha la tête, toujours un peu pâle, mais avec des yeux un peu plus animés désormais. « Comment tu te sens ?»« Pour être tout à fait honnête, je n'en sais rien, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. Remuée. « J'en veux à Christina, de ne rien avoir raconté, je veux dire. » Erika réfléchit un instant, puis elle secoua la tête. « En fait, non. Maman lui a fait promettre, et je peux comprendre qu'elle ait eu peur de faire plus de mal que de bien si elle racontait. »« Tu vas le dire à Anna ?»« Oui, évidemment. Elle a le droit de savoir, elle aussi. Mais je dois d'abord le digérer moi-même. »« Et tu as déjà commencé à farfouiller, j'imagine ?» dit Patrick en hochant la tête en direction de l'ordinateur allumé sur lequel s'affichait une page Internet. « Bien sûr, » répondit Erika avec un petit sourire. « J'ai vérifié un peu quels sont les chemins pour dépister des adoptions. Je ne pense pas que ce soit un problème de le retrouver. »« Tu le ressens comment ?» dit Patrick. « Ça doit être affreux. Tu ignores tout de lui, tu ne sais pas comment est sa vie. »« Oui, c'est assez terrible, mais c'est encore pire de ne pas savoir. Je veux dire, j'ai un frère qui se balade quelque part. Et j'ai toujours voulu avoir un grand frère, dit-elle avec un sourire de guingois. Ta mère n'a pas dû arrêter de penser à lui au fil des ans. Est-ce que ça change l'image que tu as d'elle ? Ah oui, évidemment. Je ne peux pas dire que je lui donne raison de nous avoir tenus à l'écart, Anna et moi, comme elle l'a fait, mais... Elle chercha les mots appropriés. Mais je peux comprendre qu'elle n'ait pas osé laisser entrer quelqu'un nouveau. Je veux dire, d'abord être abandonnée par le père de l'enfant, enfin, c'est ce qu'elle croyait, et ensuite être forcée d'abandonner son enfant. Elle n'avait que 16 ans. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a ressenti. De plus, juste après avoir perdu son père, et d'une certaine façon sa mère aussi, d'après ce qu'on peut comprendre. Non, je ne peux pas lui en vouloir. Je n'y arrive pas. Si seulement elle avait su que Hans ne l'avait pas abandonnée, dit Patrick en secouant la tête. Oui, c'est presque le plus cruel de l'histoire. Il n'avait jamais quitté Fjällbacka. Il ne l'avait jamais quittée, elle. Il avait été tué. La voix d'Erika cassa. Pourquoi l'a-t-on tué? Tu veux que j'appelle Martin pour voir s'ils ont appris autre chose? Ce n'était pas seulement pour Erika qu'il tenait à appeler. Lui aussi avait été très affecté par le sort du Norvégien, et savoir qu'il était le père du demi-frère d'Erika n'avait pas diminué son intérêt pour lui. « Oui, s'il te plaît, fais-le, » dit Erika avec enthousiasme. « D'accord, j'appelle tout de suite, » dit Patrick en se levant. Un quart d'heure plus tard, il remontait dans le bureau d'Erika, et elle vit tout de suite qu'il apportait du nouveau. « Ils ont trouvé un mobile possible au meurtre de Hans Olafsen, dit-il. »« Oui, » dit Erika, qui eut du mal à rester assise. Patrick hésita une seconde avant de transmettre ce que Martin lui avait raconté. Hans Olafsen n'était pas un résistant. Il était le fils d'un officier SS haut placé, et il travaillait lui-même pour les Allemands durant l'occupation de la Norvège. Le silence se fit dans la pièce. Erika le dévisagea, et pour une fois, elle fut muette. Patrick poursuivit. Kjell Ringholm est venu au commissariat.
avec une lettre d'aveu que Franz a écrite avant de se suicider. Kiel l'a reçue au courrier aujourd'hui. Il reconnaît qu'il a tué Britta, et il écrit qu'il porte aussi la responsabilité de la mort d'Eric et de Hans. Mais Martin était un peu flou à ce sujet. Je lui ai demandé s'il interprétait ça comme un aveu des meurtres d'Eric et Hans, mais il n'était pas prêt à le jurer. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il porte la responsabilité. Comment ça? Dit Erika quand elle eut retrouvé la parole. Et le fait que Hans n'était pas un résistant, est-ce que maman le savait? Comment? Elle secoua la tête. Qu'est-ce que tu penses, toi qui as lu les journaux intimes? Est-ce qu'elle le savait? Dit Patrick en se rasseyant. Erika réfléchit, puis elle secoua la tête. Non, dit-elle fermement. Je ne crois pas que maman le savait. Non, certainement pas. La question est de savoir si Franz l'a appris d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi n'écrit-il pas explicitement qu'il les a assassinés, si c'est ça qu'il veut dire? Pourquoi dit-il qu'il en porte la responsabilité? Martin t'a dit comment il compte poursuivre? Non, il a seulement dit que Paula a peut-être trouvé une ouverture, qu'il partait la vérifier et qu'il me rappellerait dès qu'il en saurait plus. Il semblait assez en forme, ajouta Patrick, et il sentit un coup au cœur. C'était une sensation difficile et inhabituelle de se trouver loin des événements. « Je vois exactement à quoi tu penses, là », s'amusa Erika. « Oui, il est évident que j'aurais aimé être au commissariat en ce moment, dit Patrick. Mais je ne changerai pour rien au monde. Je pense que tu le sais. »« Je le sais, » dit Erika. « Et je te comprends, c'est tout à fait normal. » Comme une confirmation de ce qu'il venait de se dire, un cri sonore se fit entendre dans la chambre de Maya. Patrick se leva. « Et voilà, la cloche qui sonne. »« C'est l'heure de redescendre dans la mine, » rigola Erika. « Mais viens d'abord ici avec le petit tyran, que je lui fasse des bisous. »« À vos ordres, » dit Patrick. En sortant de la pièce, il entendit Erika chercher brusquement sa respiration. « Patrick, je sais qui est mon frère, » s'écria-t-elle. Elle se mit à rire, ses larmes commencèrent à couler, et elle répéta « Je sais qui est mon frère. » Ils étaient déjà en voiture lorsque Martin reçut le message disant qu'ils avaient l'autorisation de faire la perquisition. Ils avaient compté là-dessus et avaient déjà pris la route. Aucun des deux ne parlait. Chacun était plongé dans ses réflexions et essayait de renouer les fils, de distinguer le dessin qui commençait à apparaître. Personne ne répondit lorsqu'ils sonnèrent à la porte. « On dirait qu'il n'y a personne, » constata Paula. « Comment on fait pour entrer, alors ?» dit Martin en contemplant d'un air pensif la porte massive qui semblait difficile à forcer. Paula sourit, tendit la main et tâtonna au-dessus d'un des chevrons qui surplombaient la porte d'entrée. « Avec la clé, » dit-elle en brandissant sa trouvaille. « Que ferais-je sans toi ?» dit Martin du fond du cœur. « Tu te fracturerais probablement l'épaule en essayant de défoncer la porte, dit-elle. Ils entrèrent. Il régnait un silence sinistre, l'air était renfermé et chaud, et ils suspendirent leurs vestes dans l'entrée. « On se partage les pièces, dit Paula. Je peux prendre le rez-de-chaussée et tu prends l'étage. »« Qu'est-ce qu'on cherche ?» Paula eut subitement l'air d'hésiter. Elle était certaine qu'ils étaient sur la bonne piste, mais maintenant qu'ils étaient là, elle n'était plus aussi sûre de trouver quelque chose qui le prouverait. « Je ne sais pas trop. » Martin semblait être frappé par la même hésitation. « On n'a qu'à fouiller aussi minutieusement qu'on le peut. On verra bien ce qu'on trouvera. »« D'accord. » Paula hocha la tête et monta à l'étage. 1 heure plus tard, elle redescendit. « Rien pour l'instant. Tu veux que je continue là-haut ou on change pendant un moment, à moins que tu n'aies trouvé quelque chose ?»« Non, pas encore, » dit Martin en secouant la tête. « Mais je pense que c'est une bonne idée de changer un peu. Cela dit, il eut l'air pensif et montra une porte dans l'entrée. On pourrait peut-être vérifier la cave d'abord. On n'y est pas encore allé. »« Bonne idée, » dit Paula en ouvrant la porte. Il faisait un noir d'encre dans l'escalier, mais elle trouva un interrupteur juste à côté de la porte d'entrée
et alluma la lumière. Arrivée en bas, elle s'arrêta pendant quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la faible lumière. « Ça fout les jetons, cet endroit, » dit Martine, qui la suivait de près. Il parcourut les murs des yeux, et ce qu'il vit le laissa bouche bée. « Chut !» fit Paula, et elle posa un doigt sur ses lèvres en plissant le front. « Tu n'as rien entendu ?»« Non, » dit Martine en dressant l'oreille. « Non, je n'ai rien entendu. » On aurait dit une portière de voiture. « Tu es sûr que tu n'as rien entendu ?»« Oui, ton imagination sans doute. » Ils se turent lorsqu'ils entendirent un bruit de pas très net à l'étage supérieur. « En imagination, tu parles. On fera mieux de remonter, » dit Paula, et elle posa un pied sur la première marche. Au même moment, la porte de la cave claqua, et ils entendirent une clé qui tournait. « Merde, c'est quoi ?» Paula monta l'escalier 4 à 4 lorsque la lumière s'éteignit. Ils restèrent dans une obscurité totale. « Saloperie de bordel de merde !» jura Paula. Et Martine l'entendit tambouriner sur la porte. « Ouvrez la porte, c'est la police! Ouvrez la porte et laissez-nous sortir !» Elle se tut pour respirer et reprendre son élan, lorsqu'ils entendirent, très nettement cette fois, une portière claquer et une voiture démarrer sur les chapeaux de roue. « Merde, merde !» dit Paula en tâtonnant pour redescendre. « Il faut qu'on appelle de l'aide » dit Martine en cherchant son téléphone. Puis il se rappela qu'il l'avait laissé dans la poche de sa veste. « Passe-moi ton téléphone, j'ai laissé le mien dans ma veste. » Paula resta silencieuse, et il sentit l'inquiétude monter en lui. « Ne me dis pas que toi aussi... »« Si, » dit Paula d'une voix pitoyable. « Le mien aussi est resté dans ma poche. »« Putain de merde !» dit Martine, et il monta l'escalier à l'aveuglette pour tenter de défoncer la porte. « Aïe !» hurla-t-il en se frottant l'épaule. Vexé, il redescendit auprès de Paula. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» dit Paula sombrement. Puis elle chercha sa respiration. « Johanna ?»« C'est qui, Johanna ?» demanda Martine, perplexe. Paula garda le silence pendant quelques secondes, puis elle dit « Ma compagne. Elle va accoucher dans 2 semaines, mais on ne sait jamais. Et je lui ai promis d'être toujours joignable au téléphone. Ah, ça devrait aller. La première fois, ça dépasse souvent la date prévue, » dit Martine, tout en essayant de digérer l'information hautement personnelle que venait de lui confier sa nouvelle collègue. « Espérons-le, » dit Paula, « sinon elle va réclamer ma tête. Heureusement qu'elle peut toujours joindre ma mère, au pire. Ne pense pas comme ça, on n'est pas supposé rester ici très longtemps. Et comme je viens de le dire, si c'est prévu pour dans 2 semaines, vous ne craignez rien. Mais personne ne sait qu'on est ici, » dit Paula, et elle s'assit sur la première marche. « Et pendant qu'on est ici, l'assassin s'échappe. Vois les choses du bon côté. Au moins il n'y a pas de doute qu'on avait raison, » dit Martine dans un essai d'alléger l'ambiance. Paula ne daigna même pas répondre. En haut, dans l'entrée, le téléphone de Paula se mit à sonner. Mellberg hésita devant la porte. Tout avait semblé parfait pendant le cours de danse du vendredi soir, mais depuis il n'avait pas revu Rita, malgré des promenades répétées le long de son parcours habituel. Elle lui manquait. Il était étonné de le ressentir aussi fort, mais il ne pouvait plus fermer les yeux. Elle lui manquait, vraiment. Ernst semblait dans le même état d'esprit. Il était parti en tirant sur sa laisse en direction de l'immeuble de Rita, et Mellberg n'avait pas franchement contré ses tentatives d'y aller. Mais maintenant qu'il était là, il hésitait. D'une part, il ne savait pas si elle était à la maison. D'autre part, il se sentait terriblement timide, ce qui ne lui ressemblait pas, et il avait peur de paraître effronté. Mais il se débarrassa de ces considérations inhabituelles pour lui et appuya sur le bouton de l'interphone. Personne. Il était sur le point de repartir lorsqu'il entendit un crépitement et une voix fatiguée qui haletait dans le haut-parleur. « Allô » dit-il en se retournant, « c'est Bertil Mellberg. » D'abord il n'eut pas de réponse, puis vint un « monte » à peine audible, puis un gémissement. Il plissa le front. Étrange. Avec Ernst sur ses talons, il monta les 2 étages jusqu'à l'appartement de Rita. La porte était entr'ouverte et il entra, un peu confondu. « Il y a quelqu'un » appela-t-il pour voir,
sans réponse. Puis il entendit un autre gémissement, et il aperçut quelqu'un par terre. « J'ai des contractions », gémit Johanna qui s'était blottie en boule en haletant pour encaisser la douleur. « Oh pétard » dit Mellberg, et il sentit la sueur perler sur son front. « Où est Rita? Je l'appelle. Et Paula, il faut qu'on chope Paula, et une ambulance. » Il bégaya en cherchant des yeux un téléphone dans l'entrée. « J'ai essayé, pas pu les joindre » geignit Johanna, mais elle dut attendre la fin de la contraction pour poursuivre sa phrase. Elle se remit péniblement debout en s'appuyant sur la poignée de porte du placard, et elle se tenait le ventre en fixant Berthild d'un regard catastrophé. « Évidemment que j'ai essayé de les joindre, qu'est-ce que tu crois? Mais ça ne répond pas. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de... Putain de merde !» Ses jurons furent interrompus par une nouvelle contraction, et elle retomba à genoux en respirant comme un petit chien. « Emmène-moi à l'hôpital, dit-elle, et elle montra des clés de voiture posées sur la commode de l'entrée. Mellberg les regarda comme si elles allaient se transformer en un serpent venimeux sous ses yeux, puis il vit comme au ralenti sa main se tendre pour les saisir. Sans savoir d'où lui venait cette capacité d'initiative, il traîna Johanna plus qu'il ne la porta jusqu'à la voiture, dans le parking, et la fit s'asseoir sur le siège arrière. Il laissa Ernst dans l'appartement, puis il roula à tombeau ouvert en direction de l'hôpital. La panique n'était pas loin lorsque les bruits émis par Johanna à l'arrière se firent de plus en plus soutenus, et les kilomètres pour rejoindre l'hôpital, plusieurs dizaines, lui paraissaient interminables. Finalement, il put s'arrêter dans un dérapage contrôlé devant l'entrée de la maternité. Il dut de nouveau traîner Johanna à la réception, les yeux écarquillés de peur. « Elle est en train d'accoucher » dit Mellberg à la dame derrière la vitre, qui, au vu de Johanna, eut l'air de penser que cette information était parfaitement superflue. « Venez avec moi » commanda-t-elle, et elle les conduisit dans une pièce attenante. « Bon, je pense que je vais disposer alors » dit Mellberg nerveusement, quand on donna l'ordre à Johanna d'ôter son pantalon. Mais elle l'attrapa par le bras, juste quand il était sur le point de prendre la porte, et elle dit sourdement, alors qu'une nouvelle contraction arrivait, « Tu vas nulle part, pas rester seul. » Mais, protesta Mellberg, puis il réalisa qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Avec un soupir, il s'installa et essaya de regarder ailleurs quand Johanna fut examinée de près. « 7 centimètres, dit la sage-femme en regardant Mellberg, comme si elle supposait qu'il avait besoin de cette information. Il hocha la tête, tout en se demandant ce que cela voulait dire. Était-ce bien, mal? Il en fallait combien de centimètres? Et, avec horreur, il comprit qu'il allait sans doute le savoir, et bien d'autres choses encore, avant que cette expérience soit terminée. Il sortit son portable et composa de nouveau le numéro de Paula, mais il n'obtint que son répondeur. Pareil pour Rita. C'était quoi ces gens? Elle savait que Johanna pourrait accoucher à tout moment et elle coupait leur téléphone. Mellberg se dit qu'il réussirait peut-être quand même à s'échapper en douce. 2 heures plus tard, il était toujours là. On les avait introduits dans la salle d'accouchement, et il était désormais résolument retenu par Johanna qui serrait sa main dans une poigne de fer. Malgré lui, il la plaignait. On lui avait expliqué que les 7 centimètres allaient devenir 10, mais les 3 derniers paraissaient prendre tout leur temps. Johanna était suspendue au masque à gaz hilarant, et Mellberg en aurait bien pris un peu, lui aussi. « J'en peux plus » dit Johanna, les yeux embrumés par le protoxyde d'azote. Ses cheveux mouillés de sueur lui collaient au front, et Mellberg attrapa une serviette et le lui essuya. « Merci » dit-elle, et elle le dévisagea avec des yeux qui lui firent oublier toute velléité de s'échapper. Il ne put s'empêcher de ressentir une fascination pour ce qui se déroulait devant lui. Certes, il savait déjà que c'était un processus douloureux de mettre un enfant au monde, mais il n'avait jamais réalisé qu'il fallait une contribution herculéenne. Et pour la première fois de sa vie, il ressentit un profond respect pour la gente féminine. Pour sa part, il n'en serait jamais arrivé à bout, ça c'était sûr et certain. « Essaye. Appelle encore, » dit Johanna, et elle se mit à inspirer le gaz anesthésiant lorsque la machine qui était branchée au bidule sur son ventre indiqua l'imminence d'une nouvelle contraction.
Melberg dégagea sa main et composa les 2 numéros qu'il avait essayé de joindre ces 2 dernières heures. Personne ne répondait, toujours pas, et, avec regret, il secoua la tête en direction de Johanna. « Où peuvent... » commença-t-elle, puis elle glissa dans la contraction, et sa phrase se transforma en gémissement. « Tu es sûr que tu ne veux pas de ce truc, la péridurale, c'est ça ?» demanda Melberg, inquiet, et il essuya de nouvelles perles de sueur sur le front de Johanna. « Non, j'y suis presque. Je peux tenir. Et ça s'appelle une péridurale. » Elle geignit encore, et son dos décrivit une large courbe. La sage-femme revint dans la salle et vérifia où elle en était, comme elle l'avait fait à intervalles réguliers depuis leur arrivée. « Le col est entièrement dilaté maintenant, » dit la sage-femme, satisfaite. « Tu entends ça, Johanna? Du bon boulot, 10 centimètres. Tu pourras bientôt commencer à pousser. Tu as super bien travaillé. Ton bébé sera bientôt là. » Melberg prit la main de Johanna et la serra fort. Il avait une drôle de sensation dans le cœur. Il aurait presque dit de la fierté. Il était fier de Johanna, qu'on félicitait pour son travail. Fier de savoir qu'ils avaient fait cela ensemble. Fier que le bébé de Johanna et Paula naisse bientôt. « Ça prendra combien de temps maintenant ?» demanda-t-il à la sage-femme. Personne n'avait demandé quelle était sa relation avec Johanna, et il supposait que tout le monde le prenait pour le père de l'enfant, malgré son âge, et il les laissait volontiers dans l'erreur. « Ça dépend, mais je dirais que le bébé sera là dans une demi-heure tout au plus, » répondit la sage-femme gentiment, et elle adressa un sourire d'encouragement à Johanna, qui se reposa 2 secondes entre les contractions. Puis elle plissa de nouveau le visage et tendit son corps. « C'est différent maintenant comme sensation, » dit-elle en serrant les dents, et elle attrapa de nouveau le masque. « Ce sont les contractions les plus efficaces, » dit la sage-femme. « Attends d'en avoir une vraiment forte, et quand je te dirai de pousser, tu remonteras les genoux, et tu inclineras le menton sur ta poitrine, et ensuite tu pousseras de toutes tes forces. » Johanna fit un oui épuisé de la tête, et serra de nouveau la main de Melberg. Il serra la sienne en retour, puis tous les 2 regardèrent la sage-femme dans l'attente de nouveaux ordres. Après quelques secondes, Johanna se mit à halter et elle interrogea la sage-femme des yeux. « Attends. Résiste. Attends qu'elle soit vraiment forte. Et maintenant, tu pousses !» Johanna obéit. Elle appuya le menton sur sa poitrine, remonta les genoux et poussa à en devenir écarlate, jusqu'à ce que la contraction décline. Bien, c'était très bien, et une très bonne contraction. On va attendre la suivante, et tu verras, ça sera terminé en moins de 2. Elle eut raison. 2 contractions plus tard, le bébé était né, et on le posa sur le ventre de Johanna. Melberg était fasciné. En théorie, il savait évidemment comment ça se passait, mais tout de même, voir ça en vrai, voir naître un enfant qui agitait les bras et les jambes, qui criait et protestait avant de commencer à chercher sur la poitrine de Johanna. « Maintenant, il faut qu'il trouve le sein, c'est ça qu'il cherche, ton petit garçon, » dit la sage-femme. Et elle aida Johanna jusqu'à ce que ce nouveau petit être trouve le mamelon et commence à téter. « Toutes mes félicitations, leur dit la sage-femme. » Et Melberg sentit qu'il était radieux comme un soleil. Jamais il n'avait vécu une chose pareille. Alors là, purée de chez purée, jamais. Un instant plus tard, le bébé avait fini de téter. Il avait été lavé et enveloppé dans une couverture. Johanna était assise dans le lit, un oreiller calé derrière le dos, et elle regardait son fils avec de l'adoration dans les yeux. Puis elle se tourna vers Melberg et dit à voix basse « Merci. Je ne m'en serais pas sortie toute seule. » Melberg se contenta de hocher la tête. Il avait une grosse boule dans la gorge qui l'empêchait de parler, et il avala plusieurs fois pour essayer de la chasser. « Tu veux le tenir ?» Encore une fois, Melberg ne put que hocher la tête. Johanna plaça doucement son fils dans ses bras, en veillant à ce qu'il lui tienne bien la tête. Quelle drôle de sensation de tenir ce petit corps chaud dans ses bras. Il regarda le petit visage et sentit la boule dans sa gorge enflée. Et quand il regarda droit dans les yeux du bébé, une chose lui apparut comme évidente. À partir de cet instant, il était follement et irrémédiablement amoureux.
Martial Bocca, 1945. Hans était heureux, et il souriait tout seul. Il ne devrait peut-être pas, mais c'était malgré lui. Bien sûr que ce serait difficile pour eux au début. Beaucoup de gens auraient des partis pris et des points de vue. Ils parleraient certainement de péché devant Dieu et d'autres notions du même genre. Mais une fois les choses calmées, ils pourraient commencer à se construire une vie ensemble, Elsie, l'enfant et lui. Comment alors pourrait-il ressentir autre chose que de la joie? Le sourire sur ses lèvres s'éteignit quand il pensa à ce qu'il attendait. Ce n'était pas une mission facile. D'une certaine façon, il voulait oublier le passé, rester ici et faire comme s'il n'avait jamais vécu d'autre vie. Faire comme si une nouvelle existence s'était ouverte à lui, une feuille blanche et lisse, le jour où il s'était faufilé sur le bateau du père d'Elsie. Mais la guerre était finie maintenant, et ça changeait tout. Il ne pouvait pas poursuivre sa vie sans retourner en Norvège d'abord, surtout pour sa mère. Il devait s'assurer que tout allait bien pour elle, lui apprendre qu'il était vivant et qu'il avait trouvé un foyer. Hans sortit sa valise et commença à y ranger des vêtements pour quelques jours de voyage, une semaine. Il ne pensait pas rester absent plus longtemps. Il ne pouvait pas rester séparé d'Elsie plus longtemps que ça. Elle faisait maintenant partie de lui, au point qu'il ne pouvait envisager d'être loin d'elle plus que nécessaire. Mais une fois ce voyage accompli, ils resteraient ensemble pour toujours. Ils se coucheraient ensemble tous les soirs et se réveilleraient dans les bras l'un de l'autre, sans honte et sans cachotterie. Il avait été sérieux en disant qu'ils en appelleraient au roi. Si l'autorisation arrivait à temps, ils pourraient se marier avant la naissance de l'enfant. Il se demanda si ce serait un garçon ou une fille. Il se fendit d'un nouveau sourire pendant qu'il pliait ses habits. Une petite fille, avec le doux sourire d'Elsie, ou un petit garçon, avec ses cheveux blonds et bouclés, peu importait. Il était tellement heureux qu'il acceptait avec gratitude ce qu'il plairait à Dieu de leur donner. Un objet dur qui avait été enveloppé dans un bout de tissu tomba quand il sortit un pull du tiroir de la commode. Il tinta en heurtant le sol, et Hans se pencha vivement pour le ramasser. Il s'assit lourdement sur le lit, tout en contemplant l'objet dans sa main. C'était la croix de fer que son père avait reçue pour ses contributions pendant les premières années de la guerre. Hans fixa la médaille. Il l'avait volée à son père, l'avait emportée comme un rappel de ce qu'il fuyait en quittant la Norvège, et comme une assurance si les Allemands le rattrapaient avant qu'il ait réussi à rejoindre la Suède. Il aurait dû s'en débarrasser, il le savait. Si quelqu'un fouillait ses affaires et la trouvait, son secret pourrait être mis au jour. Mais il en avait besoin pour se souvenir. Il n'avait absolument aucun regret d'avoir rompu les liens avec son père. S'il pouvait décider, il n'aurait plus jamais rien à faire avec cet homme-là. Il représentait tout ce qui était mauvais, et Hans avait honte de ne pas avoir su lui résister à un moment de sa vie. Des images se présentèrent à lui, des images cruelles et implacables, d'actes accomplis par quelqu'un qui n'était plus lui. Une personne faible qui s'était pliée à la volonté du père, mais qui avait fini par réussir à se détacher. Il serra tellement fort l'insigne que ses bords lui entamèrent la peau. Il ne retournait pas en Norvège pour voir son père. Rattrapé par le destin, il avait sans doute déjà eu le châtiment qu'il méritait, mais il devait voir sa mère. Elle s'inquiétait sûrement pour lui, ne sachant même pas s'il était mort ou vivant. Il fallait qu'il lui parle, qu'il lui montre qu'il allait bien et qu'il lui raconte pour Elsie et l'enfant. En temps voulu, il pourrait peut-être même la persuader de venir vivre avec eux. Il ne pensait pas qu'Elsie serait contre. Une des choses qu'il aimait le plus chez elle était son cœur généreux. Elle s'entendrait bien avec sa mère, il en était sûr. Hans se leva du lit et reposa la médaille dans le tiroir, après une certaine hésitation. Elle y resterait jusqu'à son retour, comme un rappel de ce qu'il ne redeviendrait jamais. Un rappel de ne jamais être faible et lâche. Pour Elsie et l'enfant, il était obligé d'être un homme désormais. Il ferma la valise et regarda la pièce où il avait vécu tant de bonheur cette dernière année. Son train partait dans quelques heures. Il ne restait qu'une chose à faire avant de partir. Une personne
avec qui il devait parler. Il sortit en refermant la porte derrière lui. Il eut subitement une sensation funeste, une sensation que quelque chose tournerait mal. Puis il chassa cette impression et s'en alla. Dans une semaine, il serait de retour. Erika avait insisté pour aller à Göteborg sans Patrick, malgré son offre de l'accompagner. C'était une chose qu'elle devait faire toute seule. Elle resta un moment devant la porte avant de se résoudre à lever le doigt et appuyer sur la sonnette. Martha la regarda avec surprise en ouvrant, puis elle s'effaça pour la laisser entrer. « Excusez-moi de vous déranger, » dit Erika, et elle sentit tout à coup sa gorge très sèche. « J'aurais sans doute dû appeler avant, mais il n'y a pas de problème, » dit Martha en lui souriant gentiment. « À mon âge, on est toujours content d'avoir de la compagnie. Entrez donc. » Erika la suivit jusque dans le séjour. Elle réfléchit fébrilement à un moyen d'entamer son sujet, mais Martha la devança. « Vous avez avancé dans vos enquêtes ?» demanda-t-elle. « Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous aider l'autre fois, mais, comme je le disais, je ne m'occupais pas du tout de nos finances. Je sais maintenant à quoi était destiné l'argent. Ou plutôt, à qui, dit Erika. Son cœur battait la chamade. Martha lui lança un regard déconcerté. Elle ne semblait pas comprendre ce qu'elle disait. Lentement, les yeux fixés sur la vieille dame, Erika dit doucement « En novembre 1945, ma mère a donné naissance à un fils qui a été adopté dès sa naissance. Elle a accouché chez la sœur de ma grand-mère, à Borlänge. Je pense que l'homme qui a été assassiné, Eric Frankel, faisait ses virements à votre mari pour le compte de l'enfant. » On aurait entendu une mouche voler dans la pièce. Puis Martha baissa les yeux. Erika vit ses mains trembler. J'avoue que j'ai eu cette pensée. Mais Wilhelm ne m'en a jamais parlé et je pense que je n'avais pas envie de savoir. Il a toujours été notre fils, et même si ça paraît terriblement égoïste, je n'ai jamais pensé qu'il était né d'une autre femme. Il était notre fils, à Wilhelm et moi, et nous ne l'avons jamais moins aimé que si je l'avais mis au monde moi-même. On ne pouvait pas avoir d'enfant alors qu'on en avait tellement envie, et oui, Göran est arrivé comme un don du ciel. Est-ce qu'il sait qu'il est adopté? Oui, on ne lui a jamais rien caché. Mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup pensé, à vrai dire. On était ses parents, sa famille. On en a parlé à quelques reprises, Wilhelm et moi, de ce qu'on ressentirait si un jour il voulait connaître ses parents biologiques. Mais on disait toujours qu'il serait temps de s'en occuper le jour venu. Et comme Göran n'a jamais manifesté le désir de les rencontrer, les choses en sont restées là. Je l'aime bien déjà, dit Erika spontanément, et elle essaya de s'habituer à l'idée que l'homme qu'elle avait rencontré la dernière fois qu'elle était venue ici était son frère. Leur frère, à Anna et à elle, se corrigea-t-elle. Il t'a bien aimé aussi, dit Martha, et son visage s'éclaircit. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai dû réagir au fait que vous vous ressembliez tant. Il y a quelque chose avec les yeux qui... Je ne sais pas, mais vous avez certains traits en commun. Comment pensez-vous qu'il réagirait si... Erika n'osa pas terminer sa phrase. Martha sourit et eut l'air de se détendre. Quand il était petit, il n'arrêtait pas de nous rebattre les oreilles pour avoir des frères et sœurs. Alors je pense qu'une petite sœur serait accueillie à bras ouverts. 2 sœurs, dit Erika. J'ai une petite sœur qui s'appelle Anna. 2 sœurs, reprit Martha en écho, et elle secoua la tête. Voyez-vous ça? La vie ne cessera jamais de m'étonner, même à mon âge. Puis elle redevint sérieuse. Est-ce que tu voudrais bien me parler de ta mère, de sa mère? Bien sûr. Erika commença à parler d'Elsie, du fait qu'on l'avait obligée à abandonner son fils. Elle parla longtemps, pendant plus d'1 heure, essayant de rendre justice à sa mère devant la femme qui avait élevé et aimé son fils.
Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et qu'une voix joyeuse retentit dans le vestibule, toutes les deux sursautèrent. « Salut maman, tu as de la visite ?» Des pas se dirigèrent vers le séjour. Du regard, Erika interrogea Martha, qui hocha faiblement la tête pour donner son assentiment. Le temps des secrets était fini. Quatre heures plus tard, ils commencèrent à désespérer. Ils se sentaient comme des taupes enfermées là dans la cave obscure, même si au bout d'un moment leurs yeux s'étaient accommodés et arrivaient à distinguer les contours de la pièce. « Je n'avais pas tout à fait imaginé que ça se passerait comme ça, » soupira Paula. « Tu penses qu'ils vont émettre un avis de recherche bientôt ?» plaisanta-t-elle platement, en soupirant encore une fois. Martine n'avait pas pu s'empêcher de s'attaquer de nouveau à la porte, et il se frottait l'épaule qui lui faisait franchement mal. Il aurait probablement un bleu impressionnant. « Il doit être hors de notre portée maintenant, » dit Paula, et elle sentit la frustration monter en elle. « C'est à craindre, » dit Martine. « C'est fou, tous les objets qu'il y a ici. » Paula plissa les yeux pour distinguer les formes de tout ce qui encombrait les étagères. « La plupart doivent être à Eric, » dit Martine. « Si j'ai bien compris, c'était lui, le collectionneur. Mais tous ces trucs de nazis, ils doivent valoir une fortune. Sans doute. Quand on passe la plus grande partie de sa vie à collectionner quelque chose, on finit par en avoir un bon paquet. Pourquoi il a fait ça, à ton avis ?» Paula fixa le noir devant elle et essaya de concentrer ses pensées sur ce qu'il considérait maintenant comme un fait établi. Pour être vraiment honnête, elle avait acquis la certitude à l'instant où elle avait réfléchi aux alibis. Elle avait eu l'idée lumineuse de vérifier s'il y avait d'autres vols en juin où le nom d'Axel Frankel figurait sur les listes de passagers. Quand ils avaient examiné son alibi, ils n'avaient pas vérifié s'il avait fait d'autres voyages. Et c'était écrit là, noir sur blanc. Un Axel Frankel avait fait le voyage aller-retour Paris-Göteborg le 16 juin. « Je ne sais pas, » répondit Martine. « C'est ça que je ne comprends toujours pas. Les deux frères semblaient bien s'entendre, alors pourquoi Axel aurait-il tué Eric? Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle réaction? Ça doit être lié au contact soudain entre Eric, Axel, Britta et Franz. Ça ne peut pas être une coïncidence. Et d'une façon ou d'une autre, c'est en relation avec le meurtre du Norvégien. Oui, ça, je suis arrivé à la même conclusion, mais comment et pourquoi? Pourquoi maintenant? C'est ça que je ne comprends pas. On le lui demandera, si on arrive à sortir d'ici, et si on arrive à le rattraper un jour. Il doit être en route pour l'autre bout du monde alors qu'il est, dit Paula, découragée. Ils vont peut-être retrouver nos squelettes ici dans un an, plaisanta Martine, mais son humour ne fut pas spécialement apprécié. Ouais, avec un peu de chance, les mômes du quartier vont tenter un nouveau cambriolage, dit Paula sèchement, et elle se prit un coup de coude de la part de Martine. Mais oui! Martine était toute excitée, tandis que Paula se frottait le bas du dos. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui en vaut la peine, tu viens de me briser un rein. Tu ne te rappelles pas ce qu'a dit Père pendant son interrogatoire? Je n'étais pas là, c'est Gusta et toi qui l'avez interrogé, dit Paula, qui commençait malgré tout à devenir intéressée. Eh bien, il a dit qu'il était entré par une fenêtre de la cave. Mais il n'y en a pas ici. Autrement, on aurait de la lumière. Sceptique, Paula essaya de scruter les murs. Martine se leva et tâtonna devant lui pour atteindre le mur donnant sur l'extérieur. Et pourtant, c'est ce qu'il a dit, alors il y en a forcément une, mais elle a pu être obstruée. Comme tu dis, tout ce qui se trouve ici doit valoir une fortune. Eric ne voulait peut-être pas que ses trésors soient exposés à la vue de tout le monde. Paula se leva à son tour et suivit l'exemple de Martine. Elle entendit un « aïe » quand il se cogna au mur d'en face, suivi d'un « ha-ha » qui fit renaître son espoir. Un espoir qui se transforma en triomphe lorsque Martine arracha l'épais tissu suspendu devant la fenêtre et que la lumière se déversa subitement dans le local. « Tu n'aurais pas pu y penser quelques heures plus tôt, » dit Paula, renfrognée. « Dis donc, toi, tu devrais plutôt te montrer reconnaissante. Après tout, je viens de nous délivrer de la captivité, » dit Martine gaiement. Il défit le crochet de la fenêtre et l'ouvrit, puis attrapa une chaise qu'il plaça juste sous la fenêtre. « Les dames d'abord. »« Merci, » marmonna Paula. Elle monta sur la chaise
et se faufila comme une anguille par la fenêtre. Martine la suivit de près, et ils s'accordèrent 1 minute pour laisser leurs yeux s'habituer à l'impitoyable lumière du jour. Ensuite, ils foncèrent vers la porte d'entrée, qui de nouveau était fermée à clé, et cette fois, il n'y avait pas de clé cachée sur le chevron. Cela voulait dire que leur veste était enfermée dans la maison, avec les téléphones et les clés de voiture. Martine s'apprêtait à partir au triple galop chez le voisin le plus proche, lorsqu'il entendit un bruit de verre cassé. En se retournant, il constata que Paula venait de jeter une grosse pierre sur l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. « On est sorti par une fenêtre, je me suis dit qu'on pourrait entrer par une autre. » Elle ramassa un bout de branche et ôta les morceaux de verre restés fichés dans le cadre, puis elle exhorta Martine du regard. « Alors, tu vas laisser encore beaucoup d'avance à Axel ou t'as l'intention de m'aider à entrer ?» Martine n'hésita qu'1 seconde, puis il aida sa collègue à passer par la fenêtre, avant de prendre le même chemin. Maintenant, il fallait rattraper le meurtrier d'Eric Frankel. Axel avait déjà une très grosse avance, et les questions restées sans réponse étaient beaucoup trop nombreuses. Arrivé à l'aéroport de Landvetter, il se posa et resta assis. L'adrénaline avait coulé dans ses veines quand il avait enfermé les policiers dans la cave, lancé ses valises dans la voiture et était parti, mais elle l'avait quitté maintenant, laissant place à un grand vide. Axel était parfaitement immobile et regardait par les fenêtres les avions décoller les uns après les autres. Il aurait pu prendre n'importe lequel d'entre eux. Il avait de l'argent et il avait des contacts. Il pouvait disparaître où il voulait, comme il voulait. Il avait été chasseur pendant si longtemps. Il connaissait toutes les ficelles d'une proie qui cherche à se terrer. Mais il ne voulait pas. Il se retrouvait donc là. Il pouvait fuir, mais il ne voulait pas. C'est pourquoi il s'était installé là, dans un no man's land, à regarder les avions atterrir et décoller, à attendre le destin qui allait l'attraper. À sa grande surprise, ce n'était pas aussi terrible qu'il l'avait cru. Peut-être était-ce ainsi que ses propres proies s'étaient senties le jour où quelqu'un était finalement venu frapper à leur porte et les avait appelés par leur véritable nom. Un étrange mélange de terreur et de soulagement. Dans son cas, le prix à payer avait été trop élevé. Ça lui avait coûté Eric. Si seulement la fille d'Elsie n'était pas venue avec cette médaille, celle qui symbolisait tout ce qu'ils avaient essayé d'oublier, ce avec quoi ils avaient essayé de vivre. D'un seul coup, elle avait tout ranimé, et Eric avait pris cela comme un signe que l'heure était venue, car il avait déjà parlé de réparer ce qu'ils pouvaient, ou au moins de répondre de leurs actes. Pas devant la loi, c'était trop tard depuis longtemps déjà. Personne ne pourrait plus les juger selon le code pénal, mais sur un plan humain et moral, devant leurs semblables, devant leurs prochains, ils allaient endosser la responsabilité de ce qu'ils avaient fait. C'étaient les paroles d'Eric. Ils méritaient la honte et la réprobation. Ils avaient réussi à échapper au jugement trop longtemps, avait-il affirmé avec beaucoup d'entêtement. Mais Axel avait toujours réussi à le calmer, à le convaincre que cela ne servirait à rien, que cela ne pouvait rien amener de bon. On ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. C'était ainsi, et s'ils laissaient ça derrière eux, Axel pourrait consacrer son temps à réparer et à compenser. Pas précisément ce dont ils étaient coupables, mais par son travail. Il était au service du bien en combattant le mal. Il ne pourrait plus le faire si Eric continuait à soutenir qu'ils devaient répondre de leurs vieux péchés. Ce qui était fait. Ça ne servirait à rien de sacrifier tout le bien qu'il avait accompli et qu'il pourrait encore accomplir pour ouvrir la porte à une pénitence qui ne changerait rien. Même la loi se montrait indifférente et placide devant leurs crimes. Et Eric avait écouté. Il avait essayé de comprendre, mais au fond de lui, Axel avait su que la culpabilité rongeait son frère, le grignotait de l'intérieur et qu'à la fin ne resterait que la honte. Axel avait essayé de donner une image du monde nuancée à son frère, alors qu'il aurait dû savoir, et il le savait, que cette vision ne résisterait pas à l'épreuve du temps. Car le monde d'Eric était noir et blanc, qu'on le veuille ou non. Le monde d'Eric était constitué de faits, aucune équivoque. Le monde, c'était des dates et des noms,
des événements et des lieux alignés sur les pages des livres. C'était contre ça qu'Axel avait eu à lutter. Et pendant longtemps, ça avait marché. Pendant 60 ans. Puis Erika Falk avait franchi leur porte avec un symbole du passé, en même temps que les murs que Britta avait érigés pour se défendre avaient commencé à se réduire en poussière par le biais d'une maladie qui altérait son cerveau. Eric s'était mis à vaciller, et Axel avait senti la panique grandir de jour en jour. Avec acharnement, il avait essayé de supplier et d'argumenter. Il n'était plus la même personne. On ne pouvait pas lui demander de rendre des comptes. Les gens ne le voyaient pas ainsi. Tout ce qu'il était, tout ce que tout le monde voyait en lui, se désagrégerait comme du brouillard, et ensuite ne resterait que l'horreur. L'œuvre d'une vie s'écroulerait. Puis, il y avait ce jour-là, dans le cabinet de travail. Eric l'avait appelé à Paris pour lui dire que le moment était venu. Seulement ça. Il paraissait ivre au téléphone, ce qui était extrêmement alarmant, car Eric avait toujours été modéré dans sa consommation d'alcool. Il avait pleuré et dit qu'il ne pouvait plus attendre, qu'il était allé faire ses adieux à Viola pour ne pas la laisser avec la honte quand la vérité serait dévoilée. Puis il avait murmuré qu'il avait déjà mis la machine en branle, et qu'il ne voulait plus attendre que quelqu'un d'autre lave leur linge sale en public et exhibe ce que lui-même n'osait pas avouer. À présent, fini la lâcheté, fini l'attente, avait-il bredouillé, alors qu'Axel serrait le combiné du téléphone de sa main moite. Axel avait attrapé le premier vol pour Göteborg pour essayer de le raisonner, de lui faire comprendre. Il ferma les yeux et sentit son cœur saigner en repensant à la scène. Eric était derrière son bureau quand Axel s'était rué dans la pièce. Il était en train de griffonner distraitement sur un bloc-notes lorsque, de sa voix sèche et atone, il prononçait les mots qu'Axel avait craints pendant 6 décennies. Eric s'était décidé. La culpabilité était en train de le ronger de l'intérieur et il n'était plus capable de résister. Il avait très clairement annoncé à Axel qu'il avait commencé à prendre des mesures pour qu'enfin ils assument leurs responsabilités. Axel avait nourri l'espoir que ses paroles au téléphone ne seraient que des mots en l'air, que son frère aurait retrouvé la raison une fois redevenu sobre, mais il s'était trompé. Eric s'en tenait à sa décision avec une volonté farouche. Axel avait supplié. Il lui avait demandé de s'abstenir, de laisser en terre ce qui avait été enterré, mais pour la première fois, il avait senti que son frère était inébranlable. Cette fois, il ne réussirait pas à argumenter, à ajourner. Cette fois, Eric était décidé à laisser la vérité éclater. Il avait parlé de l'enfant aussi. Il avait raconté comment il avait fait des recherches pour savoir ce qu'était devenu l'enfant, que c'était un garçon, qu'il lui envoyait de l'argent tous les mois depuis qu'il avait commencé à gagner sa vie, comme une sorte de compensation de ce qu'il lui avait pris. Le père adoptif avait cru qu'il était le père et il avait accepté les virements sans poser de questions, mais cela n'avait pas suffi. Cette pénitence-là n'avait pas calmé la douleur qui le déchirait. Au contraire, elle avait rendu les conséquences de leurs actes encore plus tangibles. Il fallait que la véritable pénitence ait lieu, avait dit Eric, en regardant son frère droit dans les yeux. Axel avait vu toute sa vie défiler. Il s'était vu avec les yeux d'un spectateur, comme les gens le voyaient, une vie remplie d'admiration, de respect. D'un claquement des doigts, elle serait envolée. Puis, il avait vu le camp devant lui, le prisonnier qu'on poussait dans la tombe qu'il creusait, la faim, la puanteur, l'humiliation, la sensation de la crosse du fusil qui frappait son oreille et brisait quelque chose. L'homme qui était mort et qui s'appuyait contre lui dans le bus quand il traversait l'Europe pour rentrer en Suède. Il y était plongé à nouveau. Il avait entendu les bruits, senti les odeurs, ressenti la rage qui couvait en permanence dans sa poitrine, même quand il était totalement épuisé et uniquement concentré sur sa survie, un jour à la fois. Il n'avait plus vu son frère dans le fauteuil devant lui. Ce n'était plus Eric qu'il voyait, mais tous ceux qui l'avaient humilié et blessé et qui ricanaient à présent, satisfaits que cette fois ce soit lui qu'on mène à l'échafaud. Il ne pouvait pas leur donner cette satisfaction.
Tous les morts et tous les vivants étaient alignés là, et il se moquait de lui. Il ne survivrait pas à ça. Or, il devait survivre. C'était tout ce qui comptait. Son oreille avait sifflé plus que d'habitude, et il n'avait pas pu entendre ce que disait Eric, avait seulement vu sa bouche remuer, mais ce n'était plus Eric, c'était le garçon blond de Grigny qui lui avait parlé si gentiment, lui avait fait croire qu'il était son semblable, qu'il avait amené à le considérer comme le seul être humain dans un lieu inhumain. Celui qui, accrochant bien son regard, avait ensuite levé le fusil, et l'avait abattu, la crosse la première, sur son oreille, sur son cœur. Saisi de rage et de douleur, Axel avait pris ce qu'il avait sous la main. Il avait soulevé le lourd buste de pierre haut au-dessus de sa tête, tandis qu'Éric continuait à parler et à griffonner sur son bloc-notes. Puis il avait laissé le buste tomber. Il n'y avait même pas mis du sien, l'avait seulement laissé tomber de tout son poids sur la tête de son frère. Non, pas sur la tête d'Éric, sur la tête du gardien. À moins que ce ne soit Éric, quand même. Tout avait été si confus. Il se trouvait chez lui, dans la bibliothèque, mais les odeurs et les bruits étaient si vivants. La puanteur des cadavres, des pieds bottés qui marchaient au pas, des ordres en allemand qui pouvaient signifier encore un jour à vivre ou alors la mort. Axel pouvait encore entendre le bruit lorsque le lourd buste en pierre avait rencontré la peau et l'os. Puis, ça avait été fini. Éric avait poussé un seul gémissement, puis il s'était affaissé, les yeux ouverts. Après le premier choc, quand il eut compris ce qu'il venait de faire, un calme étrange avait envahi Axel. Ce qui s'était passé était inévitable. Doucement, il avait posé le buste sous le bureau, avait retiré ses gants ensanglantés et les avait mis dans la poche de sa veste. Puis il avait baissé tous les stores, fermé la porte à clé, était remonté dans la voiture et était retourné à l'aéroport où il avait pris le premier vol pour Paris. Il avait essayé de tout refouler et s'était plongé dans son travail, jusqu'à ce que la police l'appelle. Le retour à la maison avait été difficile. Il ne savait pas comment il arriverait à y mettre un pied. Mais 2 policiers aimables étaient venus le chercher à l'aéroport et l'avaient raccompagné chez lui, et il s'était ressaisi et avait tout simplement fait ce qu'il devait faire. Et au fil des jours, il avait conclu une sorte de paix avec l'esprit d'Éric, dont il ressentait encore la présence dans la maison. Il savait que son frère lui avait pardonné. Mais il ne pourrait sans doute jamais pardonner ce qu'il avait fait à Britta. Certes, il n'avait pas lui-même porté la main sur elle, mais il avait su quelle serait la conséquence de sa conversation avec Franz. En lui disant que Britta avait l'intention de tout révéler, il savait très bien ce qu'il faisait. Il avait choisi ses mots et ses formulations avec soin, dit ce qu'il fallait pour envoyer Franz, telle une balle mortelle, avec une grande précision. Il savait que l'ambition politique de Franz, son désir d'un statut et de pouvoir, agirait. Dès leur entretien, il avait pu entendre la fureur qui avait toujours été le moteur de Franz, si bien qu'il avait autant de responsabilité dans la mort de Britta que Franz. Et cela le tourmentait. Il se rappela encore comment Hermann avait regardé sa femme avec un amour qu'Axel n'avait jamais connu, ni de près ni de loin, et il le leur avait enlevé. Axel vit encore un avion décoller pour une destination inconnue. Il était arrivé au bout du chemin. Il n'y avait nulle part où il pouvait aller maintenant. Ce fut un soulagement lorsqu'après de nombreuses heures d'attente, il sentit une main sur son épaule et entendit quelqu'un prononcer son nom. Paula embrassa la joue de Johanna et la tête de son fils. Elle n'arrivait toujours pas à intégrer le fait qu'elle avait tout loupé et que Mellberg avait été là. « Je suis tellement désolée, répéta-t-elle pour la énième fois. Johanna lui adressa un sourire fatigué. « C'est vrai que je t'ai maudite quand je n'ai pas réussi à te joindre, mais je comprends bien que ce n'était pas ta faute, si on t'a enfermé. Je suis contente que tu n'aies rien. »« Moi aussi, je suis contente que tu sois contente, » dit Paula en l'embrassant encore. « Et il est fantastique. » Elle regarda son fils dans les bras de Johanna
Elle eut du mal à saisir qu'il était là, qu'il était enfin là. « Tiens, prends-le, dit Johanna. » Et elle donna le bébé à Paula, qui s'assit à côté du lit et le berça dans ses bras. « Alors, qu'est-ce que tu dis ? Il y avait combien de chances pour que le portable de Rita rende l'âme aujourd'hui précisément ? » « Ne m'en parle pas, maman est totalement anéantie, dit Paula, tout en babillant avec son fils nouveau-né. Elle est persuadée que tu ne lui adresseras plus la parole. Ce n'était pas sa faute, et j'ai fini par avoir de l'assistance, rit Johanna. Oui, mon Dieu qui l'eût cru, dit Paula, qui était encore sous le choc de savoir que son chef avait fait office de coach pendant la naissance de son fils. Tu devrais l'entendre dans la salle d'attente avec maman. Il est en train de se vanter devant tout le monde en disant que c'est un solide gaillard et que tu étais tellement courageuse. Si maman n'était pas amoureuse avant, elle l'est définitivement maintenant qu'il a aidé son petit-fils à naître. Eh oui, mon Dieu, fit Paula en secouant la tête. À un moment, j'ai cru qu'il allait se dégonfler et partir en courant, mais je dois reconnaître qu'il est plus tenace que je ne l'aurais pensé. Comme s'il avait entendu qu'elle parlait de lui, Bertil se montra à la porte avec Rita. « Entrez tous les deux, dit Johanna. »« On voulait voir comment vous allez, dit Rita, en s'approchant de Paula et de son petit-fils. « Bien sûr, ça fait une demi-heure depuis la dernière fois, la taquina Johanna. Il faut bien qu'on vérifie s'il a grandi. Et si sa barbe a poussé, dit Mellberg, tout sourire. Rita le regarda avec une expression qu'il fallait bien interpréter comme de l'amour. « Je peux le tenir encore un peu, dit-il, incapable de se retenir davantage. « Oui, je suppose que tu le mérites, dit Paula en lui tendant son fils. » Puis elle se laissa aller sur sa chaise et observa comment Mellberg regardait le petit et comment Rita les regardait. Même si elle s'était dit que ce serait bien pour son fils d'avoir un modèle masculin dans la vie, elle n'avait jamais imaginé Bertil Mellberg dans ce rôle. Mais à présent que cette possibilité risquait de se présenter, elle n'était plus si sûre que ce soit une mauvaise chose. Fjällbacka, 1945. Il s'était dit qu'Eric devait être chez lui. Ça paraissait important de lui parler avant de partir. Il avait confiance en Eric. Il y avait quelque chose d'authentique, de sincère derrière sa façade un peu aride. Il était loyal, et c'était là-dessus que Hans comptait avant tout. Car il ne pouvait pas exclure la possibilité qu'il lui arrive quelque chose. Il allait retourner en Norvège, et même si la guerre était finie, il ne pouvait pas savoir ce que le sort lui y réserverait. Il avait fait des choses impardonnables, et son père avait été l'un des pires symboles de la cruauté des Allemands dans le pays, si bien qu'il devait être réaliste. Il devait être un homme et penser à toutes les éventualités, maintenant qu'il allait être père. Il ne pouvait pas laisser Elsie sans filet de sécurité, sans protecteur. Et, à ses yeux, Eric était le seul qui pourrait remplir ce rôle. Il frappa à la porte. Eric n'était pas seul à la maison. Hans soupira en voyant Britta et Franz dans la bibliothèque. Ils écoutaient des disques sur le gramophone du père d'Eric. « Maman et papa ne sont pas là jusqu'à demain, expliqua-t-il, et il se réinstalla à sa place derrière le bureau. Hans resta debout devant la porte. « En fait, c'était toi que je voulais voir, lui dit-il. »« Vous avez des secrets tous les deux ?» dit Franz pour les taquiner, et il monta la jambe sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est ça, vous avez des secrets ?» reprit Britta en écho avec un sourire à l'adresse de Hans. « J'aimerais juste te parler un instant, » insista Hans. Eric haussa les épaules et se leva. « On peut aller dehors, dit-il. » Hans le suivit sur le perron et referma soigneusement la porte. Ils s'assirent sur la première marche. « Je dois m'absenter pendant quelques jours, » dit Hans en traçant des dessins dans le gravier avec sa chaussure. « Tu vas où ?» demanda Eric, et il remonta ses lunettes qui s'entêtaient à glisser sur son nez. « En Norvège. Je dois rentrer pour régler quelques affaires. »« Ah bon ?» dit Eric. Cela ne l'intéressait guère. « Et j'ai un service à te demander. »« Je t'écoute, » dit Eric en haussant de nouveau les épaules. Ils entendaient la musique déversée par le gramophone à l'intérieur. Franz avait dû augmenter le volume.
Hans hésita avant de dire « Elsie est enceinte ». Eric ne fit pas de commentaire. Il se contenta de remonter de nouveau ses lunettes. « Elle est enceinte et je vais en appeler au roi pour pouvoir l'épouser. Mais je dois rentrer chez moi pour régler quelques petits trucs d'abord. Et si il m'arrive quelque chose, est-ce que tu me promets de veiller sur elle ?» Eric ne dit toujours rien, et Hans attendit impatiemment sa réponse. Il ne voulait pas partir sans la promesse d'une personne de confiance d'être là pour Elsie. Pour finir, Eric dit « Bien sûr que je veillerai sur Elsie. Même si je trouve que c'est bien malheureux que tu l'aies mise dans cette situation, mais que veux-tu qu'il t'arrive ?» Il plissa le front. « Tu devrais être accueilli en héros chez toi. Personne ne peut tout de même te reprocher de t'être enfui quand c'était devenu trop dangereux. » Hans ignora sa question, se leva et brossa le fond de son pantalon. « Bien sûr qu'il n'arrivera rien, mais on ne sait jamais, et je voulais que tu sois au courant. Et maintenant, tu as promis. » « Oui, ne t'inquiète pas. »« Tu viens dire au revoir aux autres avant de partir ? » ?»« Mon frère est rentré aussi. Il est arrivé hier, » dit Eric avec un grand sourire. « C'est une bonne nouvelle, » dit Hans en serrant l'épaule d'Eric. « Comment va-t-il ? J'ai entendu qu'il était en route, mais qu'il a beaucoup souffert. » « Oui. » Le visage d'Eric s'assombrit. « Il a beaucoup souffert. Et il est faible. Mais il est là, » s'exclama-t-il tout content. « Alors, viens lui dire bonjour. Vous ne vous êtes jamais rencontrés encore. » Hans sourit et suivit Eric dans la maison. Les premières minutes autour de la table de la cuisine furent un peu tendues. Puis la nervosité se calma et elles purent parler de façon décontractée avec leur frère. Anna était encore un peu ébranlée par la nouvelle, mais elle contemplait Göran avec fascination. « Tu ne t'es jamais posé de questions sur tes parents ?» dit Erika, tout en piochant un bonbon dans le bol où elle avait servi un assortiment de bonbons et de chocolat. « Si, ça m'est arrivé, évidemment, » dit Göran. « D'un autre côté, maman et papa, je veux donc dire Wilhelm et Martha, m'ont toujours suffi. Mais tu as raison, de temps à autre, j'y pensais sans doute. Je me demandais pourquoi elle m'avait abandonné, ce genre de choses. » Il hésita. J'ai compris qu'elle vivait un moment difficile. « Oui, » dit Erika en jetant un regard sur Anna. Elle avait eu du mal à décider ce qu'elle allait raconter à sa sœur, qu'elle avait toujours eu tendance à surprotéger. Puis elle avait finalement réalisé qu'Anna avait survécu à des choses bien pires, et elle lui avait fourni toute l'information qu'elle détenait, y compris les journaux intimes. Anna avait pris la chose sans se troubler, et ils étaient maintenant réunis chez Erika et Patrick, 2 sœurs et un frère. C'était une sensation bizarre, qui, d'une étrange façon, paraissait quand même évidente. Bon sang ne saurait mentir. Le proverbe disait peut-être vrai. « Je suppose qu'il est trop tard pour commencer à me mêler de vos affaires, savoir qui sont vos petits amis et ce genre de trucs, » rit Göran en montrant Patrick et Dan. « J'ai l'impression que j'ai loupé cette étape. »« On peut dire ça, oui, » sourit Erika en prenant un autre bonbon. « J'ai entendu qu'ils ont fini par attraper l'assassin. C'était le frère, » dit Göran, et il devint sérieux. « Oui, il attendait à l'aéroport, » dit Patrick. « Bizarre, il aurait pu s'enfuir sans problème et on ne l'aurait sans doute jamais rattrapé. Mais, d'après mes collègues, il a tout fait pour leur faciliter les choses. »« Mais pourquoi est-ce qu'il a tué son frère ?» demanda Dan en posant son bras sur les épaules d'Anna. « Ils sont encore en train de l'interroger, je ne sais pas trop, » dit Patrick. Il glissa un bout de chocolat à Maya qui jouait par terre avec la poupée que lui avait donnée la mère de Göran. « En tout cas, je me demande bien pourquoi l'autre frère a versé tout cet argent à mon père pendant toutes ces années. Si j'ai bien compris, ce n'était pas lui, mon père, c'était un Norvégien. À moins que je ne me trompe, » dit Göran en regardant Erika. « Non, tu as entièrement raison. D'après les journaux intimes de ma mère, ton père s'appelait Hans Olafsen, mais en réalité, il s'appelait Hans Wolf.
Eric et maman ne semblent jamais avoir eu de relation amoureuse, ce qui fait que, je ne sais pas trop, Erika se mordilla la lèvre inférieure. On comprendra sûrement quand Axel Frankel aura vidé tout ce qu'il a dans son sac. Sûrement, dit Patrick. Dan s'éclaircit la gorge et tout le monde se tourna vers lui. Anna et lui échangèrent un regard et, pour finir, Anna dit « Eh bien, on a quelque chose à vous annoncer. »« C'est quoi ?» dit Erika en mettant encore un Dümmel dans la bouche. Voilà, Anna laissa traîner, puis les mots jaillirent en cascade. « On attend un bébé pour le printemps. »« Non, c'est super !» s'écria Erika, et elle bondit de sa chaise pour aller serrer sa sœur dans ses bras. Elle serra Dan aussi avant de se rasseoir, les yeux étincelants. « Et tu te sens comment? Ça va? T'as des nausées ?» Ces questions crépitèrent comme des coups de feu. « Oui, j'ai envie de vomir en permanence, mais c'était pareil pour Adriane. Et il y a un autre truc aussi, j'ai tout le temps envie de sucre d'orge. »« Oh, des sucres d'orge. On croit rêver, » rigola Erika. « Bon, je ferais mieux de me taire parce que quand j'étais enceinte de Maya, je me bourrais sans arrêt de toffees. » Erika s'arrêta au milieu de sa phrase et regarda le tas de papier de bonbons devant elle. Patrick avait la bouche grande ouverte, il l'avait vu, lui aussi. Fébrilement, elle chercha dans ses souvenirs. Quand devait-elle avoir ses règles? Elle s'était tellement concentrée sur l'histoire de sa mère qu'elle n'avait même pas pensé à 2 semaines de retard. Elle aurait dû avoir ses règles depuis 2 semaines. Bêtement, elle fixa le tas de papier de Dümmel, puis elle entendit Anna éclater de rire. Fjällbacka, 1945. Axel entendit des voix au rez-de-chaussée et il sortit péniblement de son lit. Le médecin qui l'avait examiné à son retour en Suède avait dit qu'il faudrait du temps avant qu'il soit complètement rétabli. Et son père avait dit la même chose hier quand il avait enfin pu rentrer chez lui. Un instant, ce fut comme si toute la terreur, toutes les horreurs qu'il avait vécues n'avaient jamais existé. Mais sa mère avait pleuré en le voyant. Elle avait pleuré en serrant son corps maigre et frêle dans ses bras. Ça avait fait mal. Car ce n'était pas que des larmes de joie, elle pleurait aussi le garçon qu'elle avait perdu. Il ne serait jamais le même. Axel, si téméraire, si franc, n'existait plus. Ces années l'avaient éliminé. Il avait vu dans les yeux de sa mère que, tout en se réjouissant de ce nouvel Axel qui lui était revenu, elle regrettait le fils qu'elle ne retrouverait jamais. Elle n'avait pas voulu accompagner son mari et passer la nuit chez leurs amis, comme c'était prévu depuis longtemps. Mais Père avait compris qu'Axel avait besoin de se reposer, et il avait insisté pour qu'ils partent quand même, tous les deux. « Ça y est, il est de retour, notre garçon, » avait dit Père. « On aura tout notre temps pour le voir. Mais on va commencer par le laisser tranquille, il a besoin de reprendre des forces. Et Eric reste là pour lui tenir compagnie. » Elle avait fini par céder, et ils étaient partis. Axel avait béni l'occasion de se retrouver seul. C'était déjà un gros travail de s'habituer au retour, de s'habituer à être Axel. Il tourna l'oreille droite vers la porte et écouta. Il devait sans doute se faire à l'idée d'avoir irrémédiablement perdu l'ouïe de l'oreille gauche, lui avait dit le docteur. Ce n'était pas vraiment une nouvelle pour lui. Dès l'instant où le gardien avait levé le fusil et où la crosse s'était abattue sur son oreille, il avait su que quelque chose s'était brisé. L'oreille endommagée serait un rappel éternel et quotidien de ce qu'il avait vécu. Il se traîna dans le couloir. Ses jambes étaient encore faibles, et son père lui avait donné une canne pour s'appuyer. Elle avait appartenu à son grand-père, une canne épaisse, solide et garnie d'argent. Il dut s'agripper à la rambarde pour descendre les marches. C'était laborieux, mais il était curieux de savoir qui était là. Bien qu'il ait aspiré à la solitude, il n'avait rien contre un peu de compagnie, maintenant qu'il était bien reposé. Franz et Britta occupaient chacun un fauteuil. C'était bizarre de les voir là, comme si rien ne s'était passé. Pour eux, la vie avait continué sur ses rails habituels. Ils n'avaient pas vu les piles de cadavres. Ils n'avaient pas vu le camarade tressaillir, puis s'effondrer, une balle dans le front. Un instant, il ressentit un sentiment d'injustice, puis il se dit qu'il avait choisi lui-même de s'exposer au danger, et qu'il fallait assumer maintenant. Mais une bonne dose de colère continua à couver en lui.
Axel, chouette, tu t'es levé, dit Eric, et il se redressa dans le fauteuil derrière le bureau. Son visage s'éclaira en voyant son frère. C'était ce qui avait fait le plus chaud au cœur à Axel en rentrant, voir de nouveau le visage de son frère. « Eh oui, le vieillard a réussi à se lever avec sa canne, rit Axel. Et pour plaisanter, il en menaça Franz et Britta. « J'ai quelqu'un ici que je veux te présenter, dit Eric, tout excité. Il est norvégien, il était dans la résistance, mais il s'est enfui à bord du bateau d'Elof quand les Allemands ont commencé à s'intéresser à lui. Hans, voici mon frère, Axel. » La voix d'Eric était gonflée de fierté. Seulement maintenant, Axel remarqua la personne qui se tenait près du mur. Il avait le dos tourné vers la porte, et tout ce qu'il voyait, c'était un jeune homme mince aux cheveux blonds et bouclés. Axel eut le temps de faire un pas vers lui pour le saluer, lorsqu'il se retourna. Instantanément, le monde s'arrêta. Axel revit la crosse du fusil. Il vit le fusil se lever et venir frapper son oreille. Il sentit à nouveau la trahison, la déception après avoir fait confiance à quelqu'un qu'il avait placé parmi les bons. Il vit le garçon devant lui, et il le reconnut immédiatement. Ses oreilles se mirent à bourdonner et le sang bouillonna dans ses veines. Avant de savoir ce qu'il faisait, Axel leva la canne et l'abattit sur le visage du jeune homme devant lui. « Mais qu'est-ce que tu fais » s'écria Eric. Et il se précipita vers Hans qui était tombé et se tenait la tête, du sang suintant entre ses doigts. Franz et Britta s'étaient levés eux aussi et fixèrent Axel de leurs yeux ahuris. Il pointa la canne sur Hans et, la voix vibrant de haine, il dit « Il vous a menti. Ce n'est pas un résistant norvégien. Il était gardien à Grigny quand j'y étais. C'est lui qui m'a rendu sourd. Il m'a frappé sur l'oreille avec son fusil. » On aurait entendu une mouche voler. « C'est vrai ce que dit mon frère ?» dit Eric à voix basse, et il s'accroupit à côté de Hans, qui gémissait par terre. « Tu nous as menti? Tu étais avec les Allemands? » « À Grigny, ils ont dit qu'ils étaient le fils d'un SS, » fit Axel, qui tremblait encore de tout son corps. « Et c'est lui qui a mis Elsie enceinte, » dit Eric, et il regarda Hans, les yeux débordant de haine. « Qu'est-ce que tu dis ?» Franz était devenu tout blanc. « Il a mis Elsie enceinte. C'est ça qu'il est venu me confier. Et il a le toupet de me demander de prendre soin d'elle s'il lui arrivait quelque chose, parce qu'il a des affaires à régler en Norvège. » De fureur, Eric ouvrit et ferma les poings en fixant Hans, qui essaya en vain de se relever. « Ouais, je vois le topo. Des affaires à régler pour se précipiter chez son père plutôt, » dit Axel, et il leva la canne de nouveau. De toutes ses forces, il frappa Hans, qui s'effondra encore en poussant un gémissement. « Non, je voulais... ma mère... » bafouilla Hans en les suppliant du regard. « Espèce de salaud, » dit Franz entre les dents, et il asséna un coup de pied dans le ventre de Hans. « Comment as-tu pu? Tu nous as raconté des bobards, alors que tu savais que mon frère... » Eric avait des larmes aux yeux et sa voix se brisa. Il recula de quelques pas et serra les bras autour de son corps. « Je ne savais pas... Ton frère... » La voix de Hans était floue et il essaya de nouveau de se relever. « T'avais l'intention de te tirer, c'est ça ?» cria Franz. « D'abord la mettre enceinte, puis te casser. Tu me dégoûtes, espèce de porc. N'importe quelle fille, mais pas Elsie. Ça veut dire que c'est un petit fridolin qu'elle attend ?» Sa voix monta dans les aigus. Britta le fixa. Elle était au désespoir. C'était comme si elle réalisait maintenant seulement combien elle aimait Elsie. Elle s'affaissa en un tas sanglotant par terre, tout à sa douleur. Franz l'observa pendant quelques secondes. Avant qu'aucun des autres n'ait eu le temps de réagir, il alla prendre le coupe-papier sur le bureau et le planta dans la poitrine de Hans. Pendant quelques secondes, Eric et Britta restèrent comme paralysés par le choc, tandis que la vue du sang qui jaillit autour du couteau semblait déclencher quelque chose de bestial en Axel. Il concentra sa rage sur le paquet immobile par terre. Des coups de poing et de pied pleuvaient sur Hans, tandis qu'Axel et Franz proféraient des grognements primitifs. Et lorsqu'ils eurent fini, épuisés et hors d'haleine, le garçon qui gisait à terre était méconnaissable. Ils se regardèrent,
effrayés, mais en quelque sorte heureux aussi. Avoir pu relâcher toute la haine, tout ce qu'ils avaient eu en eux, était une sensation libératrice et puissante. Ils pouvaient le lire dans les yeux les uns des autres. Ils prolongèrent la sensation, partagèrent l'instant, couverts du sang de Hans. Ils en avaient sur les mains, sur les vêtements et sur le visage. Il avait giclé largement autour d'eux, et une flaque sombre se formait lentement sous le corps. Eric en était éclaboussé. Il serrait toujours ses bras autour de son torse qui tremblait violemment. Il fixa la forme immobile, ensanglantée, et sa bouche était ouverte quand il se tourna vers son frère. Britta était assise par terre et regardait ses mains tachées de sang, elles aussi. Son regard était aussi absent que celui d'Eric. Personne ne parlait. C'était comme le silence sinistre après une tempête. Tout est calme, mais le silence porte encore les souvenirs du vacarme du vent. Ce fut Franz qui finit par parler. « Il faut qu'on nettoie tout ça, dit-il froidement. Et il toucha Hans avec son pied. « Britta, tu restes ici, faire le ménage. Eric, Axel et moi, on va s'employer à le dégager. »« Mais où ?» dit Axel en essayant d'essuyer le sang de son visage avec la manche de son pull. Franz réfléchit en silence un moment, puis il dit « Je sais comment faire. On va attendre la nuit pour le sortir. On le posera sur quelque chose pour limiter les taches de sang dans la maison. On fera le ménage ensemble ici en attendant, et on se lavera aussi. » Mais, commença Eric, il s'écroula par terre et fixa un poing au-delà de Franz. « Je connais le lieu parfait. On va le mettre avec les siens, dit Franz avec une pointe d'amusement dans la voix. « Les siens, fit Axel d'un ton creux. Il regardait la canne, dont le bout était couvert d'un mélange de sang et de cheveux. « On va le mettre dans la tombe des Allemands, au cimetière, dit Franz, et son sourire se fit plus large encore. Il y a une sorte de justice poétique à ça. Ignoto militi, murmura Eric, assis par terre, le regard dans le vide. C'est l'inscription qu'il y a sur la tombe du soldat inconnu, précisa-t-il. Oui, tu vois, ça sera parfait, rit Franz. Personne ne rit, mais personne ne protesta non plus contre la proposition de Franz. Avec des gestes tendus, ils se mirent au travail. Eric alla chercher un gros sac dans la cave et ils fourrèrent Hans dedans. Axel chercha des produits de nettoyage et Franz et Britta entamèrent le laborieux lessivage de la bibliothèque. La tâche se révéla plus difficile que ce qu'ils avaient cru. Le sang était visqueux et avait tendance à s'étaler. Britta pleurait hystériquement en frottant. De temps en temps, elle s'arrêtait et sanglotait, la brosse de chien-dent à la main, et Franz lui sifflait de continuer. Il travaillait lui-même, comme un forcené. La sueur coulait, mais dans ses yeux, on ne voyait rien du voile choqué qui couvrait ceux des autres. Eric frottait machinalement. Il avait cessé d'insister pour qu'ils informent la police de ce qui s'était passé. Il avait fini par comprendre que Franz avait raison. Il ne pouvait pas exposer Axel au risque d'être arrêté et emprisonné, alors qu'il rentrait tout juste, après avoir survécu à l'enfer des camps de concentration. Au bout d'une heure d'acharnement, ils essuyèrent la sueur de leur front, et Franz constata avec satisfaction qu'il n'y avait plus aucune trace dans la bibliothèque de ce qui s'y était déroulé. « Il faudra emprunter des affaires dans le placard de nos parents pour vous, » dit Eric sourdement, et il alla leur chercher des habits. En revenant, il s'arrêta et regarda son frère, affaissé dans un coin de la bibliothèque, le regard encore fixé sur les morceaux ensanglantés pleins de cheveux qui collaient à sa canne. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que la fureur l'avait quitté. Mais à présent, il leva les yeux et dit à la cantonade « Comment on l'emmène au cimetière? Ça ne serait pas mieux de l'enterrer dans la forêt ?»« Vous avez un triporteur, on n'a qu'à le prendre, » dit Franz, qui ne voulait pas abandonner son idée. « Reprenez-vous. Si on l'enterre dans la forêt, un animal pourra le déterrer. Mais personne n'ira imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre enterré dans la tombe des Allemands. Je veux dire, il y a déjà des cadavres dedans. On le mettra sur le plateau du triporteur et on le couvrira avec quelque chose, personne ne se doutera de rien. J'ai creusé suffisamment de tombes comme ça, dit Axel d'un air absent, et il regarda de nouveau la canne. Franz et moi, on s'en occupe.
dit Eric vivement. Tu resteras ici, Axel. Et, Britta, tu rentreras chez toi avant qu'il commence à s'inquiéter de ne pas te voir arriver pour le dîner. Il parlait vite, les mots crépitèrent comme une mitraillette, et il ne quitta pas son frère des yeux. Personne ne se soucie de mes allées et venues, dit Franz sourdement. Alors ce n'est pas un problème pour moi de rester. On va attendre qu'il fasse vraiment nuit, vers 10 heures. Il n'y aura pas trop de monde dans les rues. Qu'est-ce qu'on fait pour Elsie ? Dit Eric lentement, le regard rivé sur ses chaussures. Elle compte sur lui. Et maintenant qu'elle attend un enfant, un petit Fritz, tu veux dire ? Elle n'a qu'à assumer les conséquences, cracha Franz. Elsie ne doit rien savoir, c'est compris ? On va la laisser croire qu'il est parti et qu'il l'a abandonné, ce qu'il aurait sans doute fait de toute façon. Je n'ai certainement pas l'intention de gaspiller ma sympathie pour elle. C'est son problème, à elle de le régler. Des objections ? Franz darda ses yeux sur les autres, personne ne répondit. Bon, alors c'est réglé. Ça restera notre secret. Rentre chez toi maintenant, Britta, pour qu'il ne se mette pas à te chercher partout. Britta se leva et lissa de ses mains tremblantes sa robe ensanglantée. Sans un mot, elle prit la robe qu'Éric lui tendit et alla se laver et se changer. La dernière chose qu'elle vit avant de quitter les trois garçons dans la bibliothèque fut le regard d'Éric. Toute la colère qu'il y avait dans ses yeux quand le secret de Hans avait été dévoilé avait totalement disparu maintenant. Il n'y restait que la honte. Quelques heures plus tard, Hans fut enterré dans la tombe où il allait reposer en paix pendant 60 ans. Fjällbacka, 1975. Elsie posa doucement le dessin d'Erika dans le coffre. Thor était parti faire un tour en bateau avec les filles, et la maison était à elle pendant quelques heures. Elle aimait bien monter au grenier dans ces moments-là, prendre le temps de penser au passé et au présent. Sa vie était devenue si différente de ce qu'elle avait imaginé. Elle prit les carnets bleus et passa distraitement le bout de ses doigts sur la couverture du premier. Elle avait été si jeune, si naïve. Elle aurait pu s'épargner beaucoup de douleurs si elle avait su alors ce qu'elle savait aujourd'hui. Qu'on ne pouvait pas se permettre de trop aimer. Le prix en était toujours trop élevé. C'est pourquoi elle payait encore pour cette unique fois, il y avait si longtemps, quand elle avait trop aimé. Mais elle avait tenu la promesse qu'elle s'était faite, ne plus jamais aimer. Bien sûr, parfois elle avait été tentée de s'abandonner, d'ouvrir son cœur de nouveau. Quand elle regardait ces deux filles blondes, leur visage qui se tournait vers elle. En elle, elle voyait une sorte de fin, une fin de quelque chose qu'elle était supposée leur donner. Surtout Erika. Elle avait davantage de besoin qu'Anna. Parfois, elle surprenait sa fille aînée en train de la regarder avec toute l'envie insatisfaite que pouvait contenir un petit corps de fillette. Et Elsie était alors tentée de rompre sa promesse, d'aller prendre sa fille dans ses bras et de sentir leurs deux cœurs battre en harmonie. Mais quelque chose l'en empêchait toujours. Au dernier moment, avant de se lever, avant de serrer sa fille dans ses bras, elle sentait toujours le petit corps chaud de son fils dans ses mains. Ses yeux tout neufs quand il la regardait, le portrait de Hans, son propre portrait, un enfant de l'amour qu'elle avait cru élever avec lui. Au lieu de cela, elle avait dû accoucher seule, entourée d'étrangers. Elle l'avait senti glisser hors de son corps, puis de ses bras, quand on l'emmenait pour le donner à une autre mère dont elle ne connaissait rien. Elsie plongea la main dans le coffre et prit la brassière. Les taches de sang, son sang, avaient pâli avec le temps et ressemblaient aujourd'hui davantage à de la rouille. Elle l'approcha de son nez, renifla pour essayer d'y déceler des traces de son odeur, l'odeur douce et chaude qui émanait de lui quand elle le tenait dans ses bras, mais ça ne sentait que le renfermer, l'humidité. Avec le temps, l'odeur du coffre avait éliminé celle de son fils. Elle ne l'apercevait plus.
Parfois, elle s'était dit qu'elle pourrait faire des recherches pour le retrouver, au moins afin de s'assurer que tout allait bien pour lui, mais elle n'était jamais passée à l'acte. Elle prit la médaille au fond du coffre et la soupesa dans sa main. Elle l'avait découverte en fouillant la chambre de Hans avant de partir donner naissance à son enfant, quand elle croyait encore qu'il y avait un espoir, qu'elle pourrait peut-être trouver parmi les affaires qu'il avait laissées une explication plausible, pourquoi il n'était pas revenu. Mais la seule chose qu'il y avait, à part quelques vêtements, c'était la médaille. Elle ne savait pas quelle était sa signification, ne savait pas où il l'avait récupérée, ni le rôle qu'elle avait joué dans sa vie, mais elle avait senti qu'elle était importante, et elle l'avait conservée. Doucement, elle l'entoura de la brassière et remit le petit paquet dans le coffre. Elle y reposa ses journaux intimes et les dessins qu'Erika lui avait donnés le matin même, car c'était tout ce qu'elle était capable d'offrir à ses filles, un instant d'amour quand elle était seule avec ses souvenirs. Alors, elle pouvait se résoudre à penser à elle, non seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Mais dès qu'elle posait sur elle leurs yeux affamés, son cœur se refermait, terrorisé. Car celui qui n'aimait pas ne risquait pas non plus de perdre.